38. Aujourd'hui, on vous parle des dents de la mer. Bonjour Caroline Poisson. Bonjour Vincent Tondini. Pour parler des dents de la mer aujourd'hui et aussi inaugurer cette saison 5, on est déjà à la saison 5. 3 invités aujourd'hui. Tout d'abord un nouveau venu qui est Michael Scholl. Ça se dit bien Michael, pas Michael. Mike. C'est on va dire, comme tu veux. Vu qu'on va parler d'un film américain aujourd'hui, tu es Michael Scholl. Et tu es donc directeur de l'Aquarium Museum ici à Liège. Et entre autres, gros spécialiste des requins. Oui, c'est voilà. ça. Passionné des requins depuis mon enfance. Donc voilà, c'était un rêve que j'avais depuis longtemps et que j'ai réalisé. J'ai travaillé pendant, ça fait 25 ans que je travaille avec les requins. Donc voilà, les dents de la mer ont eu son impact sur moi. Et tu as donc toute la raison d'être là parce que ce film, tu l'as vu en boucle et en boucle et en boucle. Oui, surtout le premier. Oui, surtout là, oui, c'est ça. Pas le cas. Étonnant. Et on a également le retour de Alicia Del Pupo. Ouais, salut enchantée. Alicia. Enfin, enchantée. Oui. Salut. De retour dans nos nouveaux locaux parce que tu les découvres là pour le coup. Donc toi, tu es animatrice et programmatrice au Grignou. Oui, c'est ça. Voilà. Bien. Et enfin, un vieux de la vieille, un habitué, qui est notre camarade Vladimir, qui est là et qui remplace une absente au pied levé, dont on ne va pas citer le nom, malheureusement, petit imprévu, ça arrive. Donc toi, les dents de la mer, tu connais. Ouais. Tu fais comme moi. Ouais. C'est-à-dire, tu regardes vite fait le film et puis tu fais oui, je connais. Non, vraiment, j'adore les dents de la mer. Non, il a fait manger notre invité absente par un requin exprès pour être là aujourd'hui. Je m'en doutais. J'ai une vraie culpabilité à être là, parce que vraiment, on m'a prévenu ce matin pour venir, mais voilà. Et pour le coup, toi aussi, en plus des activités qui sont organisées dans la SBL qui nous incube, à savoir Mefamo, t'es aussi, il se trouve, travailleur au Grignou. Donc aujourd'hui, les Grignou sont surreprésentés. Absolument. Et on est très contents. Voilà. Merci d'être là. On va commencer par resituer Steven Spielberg, cette personne inconnue au bataillon. Steven Spielberg, là, quand il fait le Dents de la mer, il a seulement 28 ans. Mais, donc 28 ans, c'est ton âge, Vladimir. Donc à cette époque-là, il est à peine connu. Il a réalisé Duel, Sugarland Express, donc il n'est pas encore reconnu sur la scène. La scène du cinéma, ça ne se dit absolument pas, mais vous avez compris. Et Sugarland Express fait un peu un flop, et on ne parie pas trop sur la tête de Spielberg, quoi. C'est pas un réalisateur qui est très en vue. Et un jour, il lit le scénario de Jaws, qui est adapté du roman de Peter Benchley. Il lit le livre et il adore. Il se dit, il faut que je réalise ça. Et il réunit un petit budget, entre guillemets, de 4 millions de dollars, et il se lance. Le tournage va durer 155 jours, et il va des gros dépassements de budget. On va passer à 9 millions de dollars de budget. Ça va être la merde, il y a des regards mécaniques qui arrêtent de fonctionner, c'est compliqué. Voilà, tout est un petit peu compliqué, des problèmes de météo, etc. Mais finalement, Les Dents de la mer, contre toute attente, est un énorme film, un énorme succès, et c'est un peu le film qui va lancer les blockbusters comme on entend aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un film à gros budget qui est disponible pendant l'été, c'est une grosse campagne marketing, donc c'est vraiment un gros machin. Ici, je ne vais pas m'étendre sur toute l'histoire du film, on va d'abord vous le pitcher, mais voilà, il faut quand même se dire qu'au départ, c'est pas censé être un film qui fonctionne. Au départ, c'est censé être juste une envie de Spielberg de faire un petit film avec un budget qu'il trouve, et qui adapté devient un truc énorme. d'un roman en plus, roman. donc vraiment, même en termes de... Qui n'était pas sorti, d'ailleurs, quand Qui les droits ont été achetés, le roman n'était pas encore sorti. Je voulais quand même préciser que, pourquoi est-ce qu'on parle de blockbuster, parce que c'est important quand même de le signaler, c'est que un blockbuster, c'est un film donc, qui, comme je le disais, qui est disponible pendant l'été, qui connaît une grosse campagne marketing. La promotion et la distribution pour ce film vont être énormes, il y a des pubs à la télé, etc. Et c'est pas du tout quelque chose d'habituel. C'est vraiment là que ça va lancer cette façon de faire dans le cinéma. Bon, c'est pas pour ça que ça a donné de très bons films après, mais on en reviendra plus tard. Mais ce film va devenir le film le plus rentable de l'histoire, 470 millions de dollars de recettes. Et il va être détrôné par, à votre avis, un film que Vincent aime beaucoup. Empire contre-attaque. Voilà, il va être détrôné par un autre petit film. Mais voilà, donc c'est aussi... Non, en fait, 2 ans après, directement Star Wars, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. C'est ça, Parce que voilà. moi, je dis l'Empire contre-attaque direct, Non, je vais un peu vite en besogne. par Star Wars 77. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, ok. Moi, je confonds les titres de Star Wars. Je sais que c'est une des raisons pour lesquelles tu m'aimes un peu moins. C'est que je confonds les titres de Star Wars. C'est une catastrophe. C'est aussi une des premières fois qu'un film sort simultanément dans les salles. Avant, un film sortait petit à petit, plic-ploc dans les salles, selon un peu si ça fonctionnait, le bouche à oreille, etc. Et c'est à partir de là que les films vont commencer à sortir de façon simultanée pour vraiment faire une grosse présence
pour le grand public, et donc les blockbusters partent de là. Les Dents de la Mer, qu'est-ce que ça raconte? Donc c'est un film de Steven Spielberg de 75. Tout commence par une soirée sur une petite plage où une jeune femme décide de piquer une tête, mais mauvaise idée, elle se fait bouffer la gueule. Le chef Brody, donc après on est en journée, etc. Et le chef Brody est là et il est tout nouveau en ville. Lui, il n'est pas très très fan de la mer. C'est très important pour la suite de l'histoire. Et lui, il se dit bien qu'il y a un truc qui cloche. Il se dit, c'est quand même bizarre, cette meuf qui s'est fait bouffer, c'est un requin, etc. Mais le maire, il préfère ne pas du tout gâcher la saison touristique. Il dit, non, pas du tout, il ne se passe absolument rien, on va continuer à laisser les gens venir, sinon on va tuer le commerce de la ville, etc. Et malheureusement, un enfant, heureusement pour moi, se fait bouffer la gueule. J'adore les films où on tue les enfants. Et un enfant se fait bouffer la gueule. Et donc là, on dit, oh mon Dieu, c'était un requin. Donc Brody va s'allier avec un biologiste un peu perché et un pêcheur un peu badass. Ils vont partir sur un bateau. Très perché. Et très très perché, oui. Perché, Je dis un peu perché, ouais. Ils vont partir sur un bateau beaucoup trop petit pour leurs 3 égos réunis. Et résultat, est-ce qu'on spoil? On spoil, hein. Ouf, On le film spoil. est, oui, le film est sorti en 75. Résultat, le requin a sous-estimé Brody qui a bravé sa peur de l'eau pour sauver la plage et le monde. Jusqu'au 2. T'aimes bien mes pitchs, hein? Oui, il a sauvé. C'est quoi le nom de la ville? Hampton Bay. Amity. Amity, oui, Hampton Bay, c'est dans le. C'est dans. Je sais plus quel film. Bah, J'ai moi non relu plus. ce matin, mais j'ai oublié. Mais voilà. Donc, c'est quoi votre premier souvenir avec les Dents de la Mer? Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas prévenu Michael Non, que c'est vrai. c'est généralement la tradition dans ce podcast qui est de vous demander un petit peu, vu qu'on joue fort sur le sentiment de la nostalgie quand on aborde ces films-là, d'essayer de vous souvenir de la toute première fois où vous avez peut-être entendu parler ou vu le film pour la première fois, dans quel contexte et quel âge vous aviez. Est-ce que tu veux commencer ou... Oui, je l'ai pas vu quand il est sorti, hein. J'avais 4 ans, donc c'était peut-être pas le moment de le voir. Donc je pense que j'avais une douzaine d'années quand je l'ai vu. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec mon fils qui a 12 ans, qu'il a toujours pas vu. Il a nagé beaucoup avec des requins avec moi et tout ça, Oh, donc wow. j'ai quand même fait exprès de pas lui spoiler son expérience non plus. Donc, mais oui, je crois qu'on avait regardé ça avec mes parents et c'est clair que c'est un film qui impressionne, qui fait peur, quoi. Mais voilà, c'est quand même le film, je pense, quelque part, il a augmenté mon envie d'en savoir plus sur ces requins qui, à l'époque, on n'en savait rien. Les connaissances sur les requins en général, mais le requin blanc aussi, étaient minimes. Et quand t'as vu le film, t'étais déjà passionné de requins quand t'as vu le film, ou ça a commencé avec le film ou plus tard Alors, passionné, Ouais. j'étais intéressé, Ouais. l'animal m'intriguait, mais Ouais. à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Ouais. Il y avait le documentaire, là, je crois que je l'ai vu après Les Dents de la Mer, le Blue Water White Death des Australiens, qui est venu un peu, je ne sais plus s'il était venu après ou je crois qu'il était venu avant Les Dents de la Mer. Mais oui, en fait, où j'ai grandi, un musée de zoologie à Lausanne, en Suisse, et ils ont le plus grand requin blanc naturalisé au monde, qu'ils ont capturé au sud de la France, à Sète. Et donc celui-là, c'était ma première interaction avec les requins. Enfin, il n'était pas vivant. Et donc depuis tout petit, moi, j'avais ce requin de 6 mètres qui me fascinait, bien plus que les squelettes et tout ça, parce que là, il y a vraiment le requin qui était devant soi. Alors quand on est haut comme 3 pommes, c'est d'autant plus impressionnant. Donc après, voilà, le film a vraiment donné vie au requin, si on peut dire. Ok, merci. Ali. Bon, Ali. Donc, à mon avis, j'avais quand même 9-10 ans et j'étais chez ma marraine qui m'a un peu initiée à tout ce qui est cinéma d'horreur et aussi livres, parce que Stephen King, elle me racontait toutes les histoires de Stephen King, mais en prenant toute sa pile de livres. Et donc, on allait aussi, quand j'étais chez elle, louer des DVD, enfin, c'était des cassettes vidéo à l'époque. Et je me souviens qu'elle elle voulait absolument nous montrer, à ma sœur et à moi, Les Dents de la Mer. Et selon elle, ça ne faisait pas peur. Et parce qu'on ne voyait pas beaucoup le requin. Et donc, elle nous l'a montré.
Et en fait, j'ai bien aimé. Je pense que j'ai eu peur, mais je l'ai certainement pas regardé dans le noir. Donc, c'était peut-être une après-midi, donc ça allait encore. Et c'est sûr que ça a un peu titillé mon envie de voir d'autres films d'horreur. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, et dans le film, c'est souvent, c'est les attaques avec la possibilité de fuir et le fait de devoir fuir et le fait de voir beaucoup de gens courir en même temps. Ça, c'est vraiment quelque chose Les scènes de panique. Hein, c'est ça, les scènes de panique. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris à aimer, je pense, avec ce film-là. Et alors, Vladimir Est-ce que vous êtes surpris si je vous dis les vidéoclubs? Pas du tout. Non, mais je crois que je devais avoir 10 ans. J'ai une anecdote par contre pour la découverte du 3, mais on en parlera sur le moment venu. Mais c'était ma mère qui me l'avait montré. Je devais avoir 10 ans encore une fois, mais c'est un film qui m'a fait très très peur sur le moment, et en même temps c'est pas trop un truc sur lequel quand t'es gamin, tu vas pas avoir du mal à dormir après dans la mer, parce qu'a priori les requins ne rentrent pas dans les chambres, mais sauf dans Sharknado. Et justement ça m'a fait naître chez moi une espèce de passion assez malsaine pour j'aime beaucoup les requins en tant que tels, mais pour les films de requins, et je crois que je suis pas le seul, mais que c'est rarement une passion qui est comblée, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de films pas terribles. Il y a beaucoup de films, je vais juste dire, il y a beaucoup de films de requins. Il y a beaucoup de films de requins. Voilà. On peut mentionner le très chouette podcast Shark Parade, Oui. qui est à son 165e épisode, je pense, et à chaque épisode, il parle de 2 films de requins. Ah oui, d'accord. Donc, Sachant que souvent, c'est des films qui sont recousus à partir de morceaux d'autres films déjà recousus. Comme on en parlera plus tard. Oui, complètement. Et toi, Vincent? Moi, c'était un peu... c'est des histoires toujours un peu similaires, mais pour le coup, c'est, je crois, ma mère qui m'en avait parlé la première fois et qui m'avait dit « Tiens, ça, c'est un film qui va te faire redouter d'aller te baigner. » Et pour le coup, j'ai vu le film assez jeune aussi, je sais plus exactement quel âge je devais avoir, peut-être bien dans les 12 ans. Et effectivement, un des premiers effets que j'avais eu, c'était que l'année d'après, ou quelques mois après, quand on s'est retrouvés pendant l'été à aller en vacances, j'avais une petite appréhension face à la plage, quoi. Parce qu'il y a vraiment ce côté, en tout cas dans le premier Dents de la Mer, dans Jaws, l'eau est toujours menaçante. L'eau est toujours source de danger, alors que souvent, ce qu'on te montre, c'est une eau, c'est le calme plat, quoi. Sauf que le film est tellement bien construit qu'il fait que l'appréhension est là, peut-être pas une peur panique, sauf peut-être sur les quelques séquences que tu évoquais, Alicia, hein, mais en tout cas, il y a cette espèce d'appréhension systématique, surtout quand les quelques scènes graphiques du film impactent à ce point-là, parce que ça, on va pouvoir réévoquer ça, c'est-à-dire que c'est quand même des scènes marquantes, et quand tout le reste du film est construit sur le fait que tu es tout le temps dans l'attente, oui, en fait, tu ronges ton frein, et quand tu te retrouves face à une vraie plage, tout à coup, tu te souviens du film, et tu es là, est-ce que je vais oser aller mettre un pied là-dedans? Même si dans les plages d'Italie, là, en l'occurrence, il y a assez peu de chances, je pense, en Méditerranée, de trouver des requins, mais peut-être que, on sait pas. Il va nous dire le requin dont je parlais avant, sud de la France. Hein. Oh, ok, d'accord. Donc les plus grands requins c'est blancs pas moi le spécialiste, capturés, c'était dans Méditerranée. Ok. Donc, mais ça, tous les offices de tourisme autour de la Méditerranée, ça fait 50 ans qu'ils font tout pour que les gens croient qu'il n'y a pas de requins. Mais oui, c'est ça. Ça, c'est tellement le sujet du film. Oui, mais vraiment. Et toi, Caro? Moi, c'est un peu l'inverse. Enfin, l'inverse. J'avais aussi 12 ans, je pense. J'ai découvert ça toute seule, comme les 3/4 des films que je découvrais pendant la nuit à la télé. Parce que je passais mes nuits à regarder des films sur... je sais pas, c'était Arte, je sais plus trop, sur des chaînes où ils passaient des tas de films pendant la nuit, comme ça, mais je me rappelle plus trop. Et moi, ça m'a absolument pas fait peur. J'avais déjà vu, à mon avis, Misery à l'époque. Je pense que c'était ma période où je bouffais du film d'horreur déjà, vous savez bien, fort tôt. Donc ça m'a absolument pas fait peur. Par contre, j'ai trouvé le film magnifique. Et ça, c'est un des films qui m'a fait aimer le cinéma. En fait, je trouve que chaque plan est parfait, la colo est impeccable. Là, je le revois, je l'ai revu ici pour préparer le podcast. Mon pauvre copain qui était à côté de moi, j'arrête pas. Oh, c'est beau, oh, quel beau plan, oh, quel beau mouvement de caméra. Je n'arrêtais pas de m'extasier devant la beauté de ce film.
Je trouve que c'est fascinant. Maintenant, enfin, vous savez, moi, je suis assez fan des films de Spielberg, mais à l'époque, à 12 ans, je savais absolument pas que ce film que je regardais avait été fait par le même mec qui a fait Jurassic Park, qui était un de mes autres films préférés. Je savais pas en fait qui était. Alors qu'il y a plein de similitudes justement. Plein, entre les des deux, hein. tas de similitudes, mais à l'époque, moi, en tant qu'enfant, je ne faisais pas du tout les liens. Les noms de réalisateurs, c'était pas un truc que je regardais à l'époque. Mais en tout cas, c'est après coup, quand tu fais le lien, tu dis ah, en fait, ce monsieur a quand même fait beaucoup de films que j'aime bien. Donc voilà. Mais je trouve que par rapport à ce que tu dis, où tu peux très vite être impressionné par les images, et vu que c'est un film très grand public aujourd'hui, que pratiquement tout le monde a vu, je trouve que c'est un très bon film pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est la mise en scène, en fait, sur des Exactement. principes très, 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 très simples, et à quel point le film joue sur ton intellect, sans même que tu t'en rendes compte, et je trouve que c'est un film qui est, alors que c'est presque un accident, mais c'est vraiment un film qui est grandiose par rapport à ça. C'est un génie. J'ai l'impression d'être Dawson quand je dis ça, mais Spielberg est un génie. Est-ce que tu nous fais un petit point sur la Sharksploitation ? Mais en fait, j'ai pas forcément grand chose à dire là sur l'aspect Sharksploitation, si ce n'est que tu l'évoquais avec l'existence d'un podcast dédié au sujet, c'est-à-dire que le succès de Jaws aux États-Unis et aussi évidemment à l'international va avoir un tel retentissement que d'un coup, des tas et des tas de productions un peu partout dans le monde vont se dire qu'il y a une recette à dupliquer facilement et vont se mettre à sortir des ersatz de Jaws, de films de requins. Et à partir de là, il y a une espèce de courant du cinéma d'exploitation qui se crée, où l'idée, c'est vraiment de jouer sur ces archétypes-là de façon assez grossière, dans le but d'avoir des films rapidement bricolés, parfois comme tu le disais Vladimir, qui réutilisent des stock shots d'anciens films ou d'autres films, te font croire qu'en fait il s'agit d'une suite officielle alors qu'en fait ce n'est pas du tout le cas, et c'est de là que la Sharksploitation naît. C'est dur à dire vite Oui, trois oui, fois. c'est dur à dire vite 3 fois, et qu'on se retrouve avec malheureusement tout un tas de grosses merdes à partir du moment. C'est peut-être un des cinémas d'exploitation qui continue encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, Pour le coup, les films oui. de requins. Alors pour le meilleur, rarement, Dangerous Animals récemment, ou alors, Quelle horreur. qui est vraiment excellent. ou alors Non, tout ce c'est que une fait la horreur. production Asylum, mais enfin voilà. Sharknado est mieux que Dangerous Animals. Caro, tu peux pas dire ça. Après, il y a aussi, c'est pas juste les requins. Hein. Moi, je crois que tous les films un peu qui parlent d'animaux, il y en a même un qui est sorti, je crois, peu après, c'était celui sur les orques. Orca, je crois Orca que en ça s'appelle. 77, ouais. Ouais, oui. Qui est une des meilleures copies des Dents de la Mer, d'ailleurs, je trouve. Oui. Ouais. Oui. Avec Qui est complètement Piranha, à côté de la plaque aussi en termes de Oui. réalité. Oui. Piranha. avec Piranha et Ah. Razorback. Voilà. Piranha, ouais. Et Sauver Willy. C'est un film un peu d'horreur. Hein. Pour revenir au film, alors, je sais pas si voilà. Moi, j'aurais peut-être envie de parler déjà du trio principal, Ouais. Roy Scheider, Richard Dreyfuss et Robert Shaw, parce que c'est quand même vraiment un trio super iconique de l'histoire du cinéma d'exploitation, j'allais dire, grand public. Et la manière dont finalement ce duo est amené à être rassemblé seulement à la moitié, enfin même pas à la moitié, plus tard en fait, hein, vraiment dans la dernière partie du film, et alors que c'est le truc dont tu te rappelles le plus, je trouve finalement, ça marche à crever parce qu'ils représentent chacun un archétype, et le personnage de Roy Scheider, il est génial dedans parce que justement, tu parlais de Sapeur de l'eau, Caro, il y a quelque chose où en fait c'est le personnage auquel tu vas Pour te nos raccrocher. auditeurs, donc c'est celui qui joue le personnage Martin de Brody, Brody. oui, du coup. Martin Brody. Qui était d'ailleurs le premier choix de Spielberg pour le rôle, mais je trouve vraiment que c'est un personnage qui est ultra attachant dans le film, du fait que tu adoptes tout par son point de vue, sa découverte du monde marin et des requins, Mhm. par les rencontres qu'il fait. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui est assez efficace dans le film, dans la façon dont il est caractérisé dans sa vie de famille, qui fait qu'il est très humanisé vis-à-vis de ça. Qui sera d'ailleurs des éléments qui vont être exploités dans les films suivants, puisque Mais c'est c'est ça. fort centré sur ses fils. Et c'est ça. À chaque fois, chaque film de Spielberg, c'est les relations père-fils. Ouais. Donc là, qui fonctionne bien. Typiquement, ça a déjà été dit 40 fois, mais le principe de suggestion qui est dans le film, peut-être en parler par rapport au fait, on sait que ça a été un tournage absolument cataclysmique, surtout pour la dernière partie du film, celle tournée sur l'eau, pour cette histoire de requin qui marchait approximativement, de faux requins, du coup, au cas où, voilà. Mais, c'est pas un vrai acteur ? et non, Bruce, il s'appelle comme l'avocat de Spielberg, du coup, Oui. mais je trouve que la première apparition du requin, vraiment, tu le vois un tout petit peu sous l'eau, pendant l'attaque, donc à l'ouverture des plages, et qu'on le voit juste sous l'eau, et la scène où il bouffe la jambe du surfeur, je la trouve absolument glaçante. Il y a un côté fantomatique. Ça a bien vieilli. Mais ça a très bien vieilli, parce qu'en fait, ce requin, et je trouve même aujourd'hui, en fait, et je pense même à l'époque, peut-être tu sens que c'est un truc en plastique, tu le vois, mais la mise en scène fait en sorte que tu y crois, peu importe ce qui se passe, même quand il saute sur l'orca, le bateau, du coup,
Michael, tu vas peut-être me dire si c'est possible ou pas, mais Bon, c'est je toutes les pense questions que qu'on va lui c'est pas poser. Est-ce que possible, c'est possible? C'est possible, ouais. Ah. Ouais. Il y a des endroits dans le monde où enfin, c'est leur tactique de chasse, en fait. Donc, moi, j'ai longtemps travaillé en Afrique du Sud et les requins, enfin, quand ils restent plutôt vers le bas et quand ils chassent les phoques, ils accélèrent à 40 ou 50 km à l'heure et donc, une fois qu'ils attrapent le tari, ils vont sortir de l'eau 3, 4, 5 mètres de hauteur. Donc, Ah oui. s'il y a un bateau en dessous, il va atterrir dans le bateau. Après, ils sont généralement plus petits que dans le film. Ouais, c'est ça, ils sont pas aussi c'est grands. quoi, il fait 7 mètres dans le film, je crois. Bon, je crois que ça dépend des scènes. Bah, il y a le moment où il pose la question, je crois qu'il fait 7 mètres, non, 8 mètres, ou un truc comme ça, je ne sais plus, mais... Après ça, il y en a aussi dans toutes les régions du monde où on trouve beaucoup de requins blancs. Il y a toujours un mythe en Afrique du Sud, ça s'appelle le submarine. C'est un requin qui varie, ça fait, je crois, enfin, ces dernières années, j'ai plus d'histoire que quelqu'un l'a vu, mais depuis les années 70 jusqu'au début des années 2000, voilà, c'est un requin qui fait entre 7 et 12 mètres. Wow. Et quoi, c'est mégalodon, là, à ce moment-là, où c'est... On sait tous comment les pêcheurs... le poisson, il faisait cette taille-là. Ah oui. Donc... Ça, c'est les hommes et les tailles. Hein, Voilà. c'est les mêmes gestes. Mais alors, pour revenir un peu à ce que tu disais sur le fait que c'était donc un animatronique qui n'arrivait pas à fonctionner parce que c'est compliqué de faire fonctionner ce type de matériel sous eau. Enfin, il y avait tout un système où normalement c'était protégé, mais en tout cas, il n'a jamais réussi à fonctionner. Ce qui fait qu'à un moment, en fait, et ça, c'est vraiment le truc super intéressant d'un point de vue de production pour moi vis-à-vis de ce film-là. Enfin, tu me dis si jamais. Non, mais non, t'es mais, d'accord, mais, hein, non, tu non, vois mais où je je crois veux qu'on est en tous venir, d'accord sur ce que tu mais, veux dire. Ouais. mais en fait, l'idée, c'est que au fur et à mesure du film, surtout quand tu commences à arriver sur le bateau et qu'il y a cette chasse aux requins qui commence, en fait, le film devient un film quasiment à moitié improvisé. Et surtout, à ce moment-là, Spielberg, il est à deux doigts de voir son film lui échapper et de devenir une catastrophe industrielle. Et il va avoir une super idée qui est de se dire, alors ça, je ne sais pas si c'était dans le scénario original, mais pour traquer le requin, il lui envoie des harpons avec attachés des espèces de bouées jaunes, tu vois. Et l'idée, c'est que à partir d'un moment dans le film, s'il voulait t'induire l'idée que le requin est sur le point d'attaquer, il te montrait la bouée jaune. Ce qui fait qu'il y a eu vraiment un moment où, dans le film, tu es terrifié par une bouée. Voilà. Et il y a cet aspect-là. Et aussi, et là, pour le coup, je pense que c'était vraiment des super effets de montage. Il y a des moments par rapport à la façon dont il fait monter la tension, où simplement il te filme l'eau, et toi t'as peur. Ouais. Il y a la musique. Hein. Et il y a la musique. La musique pour est le coup, incroyable. pour le coup, chef-d'œuvre de minimalisme de John Williams qui arrive à te prendre les tripes avec 2 notes, quoi. Mais ouais, tout à fait. Mais dès l'ouverture où tu as cette espèce de plan iconique sous l'eau en caméra subjective, d'ailleurs, c'est la seule fois dans le film qu'il le fait, hein, ça je pense. Ouais. Mais... En fait, il y a une idée assez importante qui émerge de ce premier plan, c'est que le film, presque dans sa note d'attention, dit je vais prendre le point de vue du requin. Et apparemment, ça, c'est un truc qui existe dans le roman. Apparemment, le début du roman, c'est vraiment... Quelqu'un l'a lu ici, le Moi j'ai roman pas lu. Non, on en Ouais, parle. bah voilà. Ah, Bon, oui. bah, on n'a pas fait notre devoir. Hein. Voilà. Mais apparemment, le tout premier chapitre, l'introduction du livre, c'est vraiment description du requin. On suit le requin dans ses ça doit être mouvements, chouette, dans ça. sa vie. Enfin voilà, c'est ça. Et ensuite, avec l'idée que derrière, après, effectivement, on rembraye sur l'humanité, mais qu'il y a ce point de vue-là, quoi. J'ai envie de le lire maintenant. Mais il y a une espèce de pacte avec le spectateur, enfin tu t'en doutes quand tu vas voir le film, mais en fait qui t'annonce qu'effectivement il y a quelque chose sous l'eau, en tout cas que toi tu vois en tant que spectateur. En fait non, si, il y a une deuxième chose qu'on pourrait imaginer être une caméra subjective, c'est justement la jeune fille au début qui va se baigner, où il y a la vision de nuit, où on voit la caméra qui se rapproche d'elle par Ouais. là-bas. Tout à fait. Mais après il y a cette fameuse scène aussi C'est où... ça. On est presque dans une logique de slasher à la Halloween, hein, là, pour le coup, parce que tu te mets dans la peau du tueur, quoi. Mais t'as toute cette scène où t'es la mort du jeune garçon Alex, je crois il s'appelle dans le film, mais qui est une scène hallucinante C'est terrible. en termes de... Quand tu vois le jet, mais, geyser, même indépendamment de la scène de la mort, c'est t'as le point de vue de Brody du coup, Roy Scheider, et que il te filme chaque élément de la plage et à chaque fois t'as l'impression que ça va être cet élément qui va se faire attaquer. Et en fait c'est ce à quoi tu t'attends le moins, c'est que le requin tue un gamin. un enfant, ouais. Surtout qu'à un moment où tu penses que le chien a disparu ou je ne sais plus quoi, mais cette scène-là, en termes de mise en scène, c'est
comment on appelle cette espèce de travelling compensé. le double zoom, là, je ne sais pas Travelling quoi, Travelling là, compensé, ça, contrarié, voilà, contrarié. sur le, enfin, Je pense. qui est vraiment Les deux, c'est Ouais, ça va. qui est vraiment une marque de Spielberg, pour le coup, qu'on retrouvera pas mal dans ses films après, mais la manière dont il va filmer la surprise sur un personnage, et que, Ouais. en fait, t'es dans le même état. Pour le petit point geek cinéma, sachez que... Est-ce que vous saviez que Spielberg, c'est un immense fan de Hitchcock? Mhm. Ça se voit tellement dans ce film. Mais Hitchcock dans a cette été mise un en- moment envisagé pour la réalisation. Ah, ça, je savais pas, Ouais. par contre. Mais je sais pas si vous saviez que Spielberg, il s'est un petit peu incrusté sur le tournage de Lifeboat, sauf que quand on a vu que c'était lui, il s'est fait virer. Mais ce dolly zoom en anglais, ce travelling contrarié, tu dis quoi? Compensé? Compensé. Un jour dit contrarié, enfin ce truc pour expliquer aux auditeurs, donc c'est quand on fait un zoom en reculant la caméra, où on voit ce plan de Brody qui hallucine comme ça, c'est en fait un plan de Vertigo. Ouais, et je trouve que dans Les Dents de la Mer principalement, on voit tellement le fan d'Hitchcock dans la mise en scène, et surtout dans ses mouvements de Tout à caméra. fait. Et pour revenir, pour continuer un petit peu sur le style de Spielberg et les motifs qu'il a tendance à avoir dans son cinéma, je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment présent finalement dans tous ses films, mais là on sent très fort, c'est la façon qu'il a de penser des plans séquences sans que tu ne vois ces plans séquences. C'est-à-dire que Spielberg, c'est quelqu'un qui fait sans arrêt des plans séquences, mais comme il les réfléchit vraiment avec un montage très précis, c'est souvent sur des trucs pas impressionnants, donc pas sur des scènes d'action, par exemple des scènes de dialogue, et qu'il les pense par exemple en chant Et des contre scènes chant. de foule aussi. Voilà, ou des scènes de foot, ce genre de choses. Et en fait, si tu prêtes un peu attention à ce qui se passe, tu vois qu'il n'y a jamais de cut. Et il y a vraiment des éléments comme ça où il est en train de parler avec le maire et tu sens que le rapport de force au fur et à mesure de la discussion change et tu sens qu'il pense les échelles de plan au fur et à mesure de cette discussion sans jamais amener de cut, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui fait très très régulièrement et qu'on sent très fort, moi je trouve, dans Jaws, d'autant plus que là, pour moi, il avait vraiment cette nécessité de réussir à faire ça parce qu'en réalité, Jaws, c'est énormément de scènes de dialogue. C'est-à-dire qu'il y a ces quelques scènes qu'on évoquait qui nous marquent, par exemple la scène de la plage, la panique, etc. Mais ça, c'est un élément important en milieu de film, mais derrière, c'est des tergiversations, on discute, on se raconte nos anecdotes de requins sur le bateau. Ça aussi, c'est aussi une grande séquence du film et ce ne sont que des gens qui parlent. Et c'est long, hein. Et c'est long, hein. C'est long, c'est incroyable. Là, je pense que Voilà. j'ai regardé qu'on arrive sur le bateau à la moitié du film, hein. Ouais, c'est ça. Je crois même plus, vraiment. Même plus ouais, je J'avais crois. retenu que c'était la moitié, mais je l'ai regardé en. Moi, j'avais en tête que en la mai. moitié du film, c'était la mort de l'enfant, mais j'ai dû me Non, tromper. c'est C'est très tôt. C'est- hein. ça arrive Très, tôt, très en fait, Ouais, ouais. ouais. Toi, Ali, qu'est-ce qui te plaît dans Les Dents de la Mer? Quand tu le revois maintenant par rapport à quand tu l'as vu enfant? Ben oui, comme dit Vlad, c'est surtout toute la maîtrise du langage cinématographique, toute la maîtrise de la mise en scène, et c'est vrai que c'est hyper impressionnant, et comme tu dis, c'est quelque chose qu'on peut étudier, et en fait, je trouve, de fait qu'il n'a pas vieilli, et c'est toujours impressionnant de le voir aujourd'hui, et la question du suspense aussi, et toujours en suggérant, en ne voyant jamais le requin, et quand on lit un peu après sur le sujet, quand on comprend comment est-ce qu'il a à chaque fois dû s'adapter en fait par rapport à ses idées principales, on comprend ce que le chaos que peut être un tournage, comment est-ce qu'on trouve des solutions et comment est-ce qu'à la fin ça donne quand même un chef-d'œuvre en fait. Mhm. Et c'est ça qui est incroyable et qui fait qui fait tout le talent de Spielberg. Et quand on pense qu'il avait 28 ans, c'est quand même Ouais. très très C'est incroyable. impressionnant. Mais je pense même quand il en parle, qu'il en parle vraiment comme le film qu'il a construit, quoi. Tu vois. Mhm. Et d'ailleurs, je pense que il avait raconté ça en interview que les semaines, mois qui ont suivi le tournage, il avait des espèces de crises de panique en repensant à ce qu'il avait vécu pendant ce tournage de Jaws, quoi. Oui, et alors aussi par rapport à le fait de le revoir aujourd'hui, alors que toute l'évolution du cinéma et des effets spéciaux nous amène à des films comme les blockbusters qu'on peut voir aujourd'hui, où finalement il y a beaucoup d'effets, mais pas beaucoup d'âme, et ben là je trouve qu'on est dans quelque chose d'effectivement minimaliste, où on va voir le côté un peu artisanal, mais finalement je crois que je préfère encore ça. Il faut un peu des deux, c'est Ouais. sûr, mais je trouve que dans les productions contemporaines, souvent ça manque justement un peu d'âme derrière le côté très synthétique de la mise en scène. Et c'est bien de retourner vers ce genre de film, justement. Bah, tu compares Jurassic Park et Jurassic World, et voilà. Oui, c'est- voilà. Mais on l'avait eu d'ailleurs au Green News, si je dis pas de bêtises, il y a 4-5 ans, qui était repassé en salle.
Les Dents de la Mer. Et quand j'avais été avec ma copine de l'époque le voir, qui ne l'avait pas vu, et vraiment, c'était. Enfin, même. Elle a pris une énorme claque, vraiment de pure terreur, mais. Parce que même en sachant où sont les jumpscares, il y en a C'est un pas- gros. Ouais, celui qui a oui. Wister derrière Oui, le bateau, oui, oui, ouais, oui, mais- oui, Ouais. tout à fait. et vraiment, mais même en le revoyant, je trouve vraiment, mais c'est fait pour une salle de cinéma ce truc, mais, Mhm. mais hallucinant. Même de le revoir en salle, même quand tu l'as vu 10, 15 fois. Sans compter qu'on s'habitue aussi à certaines esthétiques, si vous êtes un peu jeune, etc., et que vous n'avez peut-être connu que le numérique, des choses comme ça. Mais là, on parle quand même d'un film qui a été fait sur pellicule, qui est Il tourné a au 50 large. ans, il a 50 Il a ans, 50 putain, ans. bordel, mec. Oui, il y a 50 On ans a d'ailleurs Mickaël avec le t-shirt de 50 50 ans. ans. Enfin, Voilà. Mais par exemple, oui, en fait, il y a de très grosses portions du film qui sont en fait tournées au large et souvent dans des scènes de crépuscule. Et il faut savoir que à cette époque-là, on captait pas la lumière de la même façon. Et là, très pour le coup, compliqué en pellicule. là peut-être que je peux peut-être te laisser. Je sais pas si tu as un avis sur le sujet. Moi, c'est souvent un film que je trouve très sombre, Ouais. mais c'est pas forcément quelque chose qui me dérange. Mais il y a quand même des moments où tu as quand même du mal à pouvoir discerner un peu ce qui se passe. Non, je trouve que c'est sombre, mais enfin, j'ai pas grand chose à dire de technique Ouais. là-dessus, parce que je n'ai pas l'habitude de filmer en pellicule, je vais bientôt le tester, je me gère. Mais c'est clair que c'est pas la même façon de capter la lumière en pellicule en journée ou en soirée, mais je trouve que c'est vachement bien foutu, quoi. Je veux dire, tu continues à quand même distinguer ce qui se passe. Je pense que comme on le répète plusieurs fois, mais la mise en scène de Spielberg et la mise en lumière, sans mauvais jeu de mots, de ses acteurs, des interactions, etc., fait que ben, tu mets un feu de camp, tu mets une source de lumière par-ci, par-là, ça va donner tout ce qu'il faut, en fait. Il n'y a pas besoin de plus, et tu comprends le film quand tu vois que maintenant, tu as des films qui sortent maintenant où tu vois rien, en fait. Et t'es là, mais alors qu'ils filment avec des putains de caméras numériques et que tu peux tout faire à l'étalonnage, avec la pellicule, il y arrive. Donc, Et encore une fois, comme tu l'as redit Ali, mais il y a ce truc où à aucun moment je ne doute que le requin du film soit un être à part entière dans le film, tout en étant conscient que c'est une marionnette. Mais alors on n'est pas dans l'animation, hein, mais je crois que c'était Ray Harryhausen qui avait dit une phrase que oui, en comparant le numérique et le practical effect, voilà. C'est ce côté où il parlait de stop motion, mais c'était qu'en gros, tu sais que c'est faux, mais ça fait vrai en fait. Et c'est incroyable encore aujourd'hui, 50 ans plus tard, que ça marche encore. Et on verra d'ailleurs dans les suites que ce sera pas toujours le cas. Mais ouais, c'est vraiment un film qui n'a pas pris une ride. Et je pense que vraiment, c'est un des rares films qui mérite vraiment ce genre d'appellation, ce genre d'expression. Après, vous êtes tous trop jeunes. Dans le sens que aujourd'hui tu allumes la TV, t'as 10 chaînes de documentaires qui te passent des documentaires sur les requins filmés en 8K, donc à l'époque et pendant très longtemps après, des documentaires sur les requins ou les requins blancs, ça n'existait pas, hein. Donc moi je pense qu'en 75, quand il est sorti, c'était réel. Les gens se disaient pas c'est une marionnette ou c'est un faux, hein. Je pense que c'était le vrai truc. Mais je vois. D'ailleurs, t'as j'imagine que tu as dû les voir, mais dans le making-of, tu peux voir qu'en fait, à l'origine, ils n'avaient pas prévu de créer un requin. En animatronique, ils voulaient en fait aller filmer une poule. Ils voulaient aller filmer des requins. Je crois que c'est en Australie, peut-être que tu sauras plus que moi, mais d'ailleurs la scène de la cage à la fin, qui est une des plus terrifiantes. Pour rappel pour les auditeurs, donc il y a Richard Dreyfuss qui décide d'aller dans la cage à requins, comme vous pouvez voir, dans le but de lui injecter un espèce de tranquillisant. Ouais, c'est ça. Et en fait, en bref, le requin va attaquer la cage et en fait, il va se débattre dedans. Et en fait, dans le film, et je trouve d'ailleurs que si tu réfléchis pas, en tout cas, je peux imaginer qu'à l'époque, les gens se posaient pas la question du tout. Aujourd'hui, tu vois que c'est effectivement un vrai requin qu'ils ont filmé, mais en fait, c'est vraiment des séquences. Et d'ailleurs, dans le making-of, tu peux voir les gens qui filment à la surface qui sont terrifiés parce qu'en fait, t'as la tête du requin qui est énorme et qui saute vraiment, sur les petits canaux, quoi. Mais c'est super impressionnant. Moi, ça m'est arrivé, hein, en vrai. Oui, mais c'est exactement ce que j'allais te T'as demander. plongé avec des requins blancs déjà ? Oui, moi j'ai travaillé 10 ans avec les requins blancs en Afrique du Sud. Putain. Et alors c'est toujours dans des cages, hein. Ouais. Il y a des gens qui le font hors de la cage, mais là en l'occurrence c'était un jour sur ils avaient une cage qu'ils utilisaient pour les tournages de documentaires. Donc forcément les caméras elles sont grandes, donc il faut une grosse ouverture. Normalement tu as une ouverture qui fait 15 cm pour que les gens, pour que le requin ne rentre pas. Et là, il y avait bien 40 cm pour que la caméra passe. Et cette scène-là, je l'ai vécue dans la cage. Oh là là. Donc, il a essayé d'entrer dans la cage cage par le trou, quoi. C'est qu'il n'a pas vu la cage, en fait. Comme c'est tellement abstrait pour eux dans leur monde. Oui, c'est ça. Et ton niveau de terreur à ce moment-là, il est comment ?
Oui. Oh là là, quoi. Et donc, c'est pas qu'il voulait m'attaquer. Hein, Oui, mais c'est ça. Déjà, j'aime pas utiliser ce mot-là parce Bah oui, que parce que pour moi, la question que j'avais posée justement par rapport à ce qui était pas dans le film, c'est comment toi tu le vois par rapport à ce que tu connais des requins, Ouais. c'est-à-dire qu'est-ce qui est plausible dans ce qu'on voit dans Jaws et est-ce que c'est possible ce genre d'attitude chez un requin qui à un moment se dit je vais chasser l'humain. Tu vois? Je vais te dégommer un petit Non. garçon. Non. Non, Non. c'est absolument impossible. Mais des accidents arrivent. Les accidents arrivent, mais c'est ce que je dis toujours. Hein, si le requin ou les requins blancs aimaient la chair humaine, voulaient s'attaquer à l'homme, plus personne mettrait les pieds dans l'eau. Hein. Ah oui. Mais oui, c'est ça, je veux dire, qu'est-ce qui est mis en place alors pour ne pas c'est- qu'ils atteignent les plages comme dans le film. Je veux dire, Oui, oui. Et ça. puis d'ailleurs, voilà, dans la plupart des incidents avec les requins, en fait, le requin, pendant des millions d'années, il chassait des otaries, des phoques, qui d'en dessous ressemblent étrangement Un bateau. surtout quand quelqu'un est sur une planche de surf. Ah oui. En fait, quand il n'y a que les jambes et les bras qui dépassent, l'otarie et la planche le surfeur, hein, c'est la même silhouette. Donc, et quand on est en dessous avec la luminosité du ciel, tout ce qu'on voit, c'est la même chose, c'est la un même truc, silhouette. quoi. Ouais, Et donc voilà, eux, ça fait des millions d'années qu'ils chassent comme ça. Donc voilà, il n'y a pas d'attaque, moi j'aime pas utiliser ce mot-là parce que c'est simplement un prédateur qui essaie de survivre. Mais c'est un film qui a quand même pas mal diabolisé les requins. Ah oui, oui, Et c'est je vrai. sais que Spielberg lui-même le regrette que ça a eu cet effet-là. Je pense pas qu'il regrette le film en tant que tel, mais ouais. Et Ah Peter Benchley aussi, il a dit. Ouais. Ouais. Après, c'est toujours facile, hein, quand tu as fait des millions. Ouais. J'ai pas vu un dollar Le somme reversé désolé. dans des fonds de conservation pour les requins. Donc, ouais. mais ce que je voulais dire avec ces attaques, non. Il n'y a pas de requin qui attaque l'humain parce qu'il a envie de manger. C'est vraiment une confusion avec des proies naturelles qu'il a d'habitude. Et malheureusement, quand un requin, moi j'ai une fois la maladresse de ma main a glissé dans la bouche d'un requin. Oh là là. J'ai juste senti les dents entre mes doigts. Et il n'a pas mordu, hein, c'est juste que je les ai retirés. J'ai rien remarqué. Et quelques secondes plus tard, il y a un ami qui me dit il y a beaucoup de sang là sur le. Et en fait, j'ai juste effrôlé la dent et ça m'a ouvert jusqu'à l'os. Ouais, parce que c'est hyper aiguisé. En fait. Ils perdent leurs dents toute leur vie. Donc un requin. Ah oui, c'est toujours, C'est toujours les dents. 30 000 dents, non, sur une Ouais. vie ou un truc comme ça. C'est un escalier roulant, Ouais, en c'est fait, dedans, ils ont toujours 6 ou 7 rangées qui attendent que de remplacer celles qui ont été Oh là usées. là. Donc, elles sont affinées comme le meilleur couteau japonais. Et elles Ah sont... ouais. Donc voilà, c'est... Et comment tu t'es sorti de cette cage? Je m'en suis pas sorti. Ah. J'ai attendu que le requin sorte. Alors heureusement, j'étais en scuba, donc j'avais une bouteille dans la cage. Et donc, en fait, c'était à l'époque où on avait encore les caméras jetables sous-marines Ouais. de Kodak. Et j'avais cet appareil-là. Et donc, il fallait chaque fois remonter le film entre deux photos. Donc, j'ai la série, j'ai 4 photos. La première où le requin est à quelques mètres. Deuxième un peu plus près. Troisième, où il n'y a plus que le requin. Et la quatrième, c'est je suis couché au fond de la cage qui est circulaire, mais il y a de la place pour une personne. Mes jambes en l'air, avec la tête du requin presque entre mes jambes. Oh là là. Et la dernière, on voit l'intérieur de la cage avec le requin dans la cage. Et en fait, je me suis fait aussi plat que je pouvais. Et voilà, une fois qu'il a... En fait, lui, il voyait pas la cage. Donc, une fois qu'il s'est senti la cage en haut et en bas, il s'est débattu comme on voit dans le film. Hein, comme la Ouais, scène oui. où... Oh putain, pardon, mais justement. Et ça a Ouais, duré ouais, jusqu'à ça donne ce des que sueurs froides. Ouais, Hein. ouais, ouais. Ah ouais. son museau sorte de la cage. Et là, il s'est barré, mais alors, on l'a plus jamais revu. Hein. Donc... Et alors, question par rapport à ce qu'on voit dans le film, pour le coup, autre chose, c'est qu'à un moment, il y a une scène d'autopsie de requin. On se demande, Ah oui. tiens, on va essayer. Alors là, pour le coup, scène d'enquête et tout, ça c'est possible ça? Parce qu'ils trouvent une plaque d'immatriculation. Tu vois, ils trouvent des tas de trucs, ils disent, il est allé à tel endroit parce qu'il y a cette plaque d'immatriculation. Franchement, est-ce qu'ils bouffent vraiment n'importe quoi, les requins? Je dirais pas le requin blanc, mais oui, il y a des requins qui ont un peu une tendance à... Voilà. C'est des animaux qui sont extrêmement curieux. Ils sont beaucoup plus intelligents qu'on pense. Mais moi, j'ai vu des requins blancs. Il y avait, des fois, c'était un bout d'algue qui flottait à la surface et ils tournent autour, ils regardent, après ils mordent dedans. C'est ça le problème des requins, c'est qu'ils n'ont pas de bras. Ils n'ont pas de main Ah oui, pour oui. tester quelque chose. Donc,
eux, leur seule façon de tester quelque chose, c'est ils mordent dedans. Ouais. Et des fois, c'est des bouts de bois, des fois. Donc, voilà. Mais les requins tigres sont plus connus pour un peu ingérer des choses bizarres plus que le requin blanc. Ok. Donc, on a retrouvé des choses bizarres dans. C'est ça. Un bras. Bah, c'est. Enfin, voilà, chaque fois qu'il y a un accident avec des requins aujourd'hui, ben, il y a un peu une folie qui se met en place, un peu comme dans Jaws où les Oui, pêcheurs parce que sortent. C'est Oui, ça. c'est D'abord ça. parce qu'il y a toute une séquence qu'on n'a pas évoquée où les pêcheurs sortent après la mort de l'enfant et tuent un requin mais qui n'est pas le bon. Alors ça se fait dans la vie réelle, c'est souvent comme ça. Ouais. Et bien sûr, on va en tuer. C'est rarement celui qui Mais oui. était coupable Ouais. de sa faute, mais Je suis très impressionné. C'est un peu classe. Hein. Ouais. Mais on a vu Valentin Fischer et les dinosaures parce que. Mais il en a vu un. bah non, c'est ça. Tu vois. Donc toi, t'es plus impressionnant que Valentin. Désolé, même si on est fan de Valentin. Ce qui est bien, c'est qu'en fonction des auditeurs, peut-être qu'ils vont se dire que c'est Vlad qui a été dans la cage s'ils ont mal compris les voix. Tu vois. Un truc comme ça. Je vais essayer d'imiter ta voix pour le reste du podcast. Est-ce qu'on passerait aux Dents de la Mer Deuxième partie partie, et non pas les dents de la merde. Pourquoi Parce qu'ils avaient peur qu'on l'appelle pour le jeu de mots avec le mot merde, mais il y a franchement il y a qu'eux qui voient ça. Mais les dents de la mer 2. Parce que de Voilà. toute façon, tu veux dire les dents de la mer deuxième partie. Ouais, Enfin, donc c'est encore pire, voilà. Mais oui, donc de Janos Wark. Alors qu'est-ce qui se passe donc sorti en 1978, qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau film On est à peine 3 ans après et on est toujours dans la même ville, la petite ville d'Amity. On suit toujours Martin Brody qui est toujours chef de... C'est pas chef de la police, c'est... Si, c'est ça. C'est Oui, un- oui, c'est une chef espèce de- de commissaire Oui, en oui, fait. c'est hein, Si, ça. si. Il y a un requin qui est de retour. C'est pas le même, c'est un deuxième puisque requin. c'est un deuxième C'est un requin, autre. un requin avec une balafre. Et il l'a fait pendant le film. mais- Oui, ça fait pendant le film, ok, Ouais. d'accord. C'est parce un que j'avais- requin un peu bad boy. un peu badass et qui revient qui revient semer la terreur. Lui se dit bon Dieu, on a encore un problème de requin, sauf que là la petite composante en plus c'est que ses fils sont plus largement impliqués dans l'intrigue puisque en fait le climax final va se jouer avec eux qui sont bloqués sur une série de bateaux en fait parce qu'ils sont partis en groupe Des espèces de faire catamarans. des espèces Ouais. de catamarans exactement et en fait ils se retrouvent bloqués avec le requin et voilà à la fin, on n'est plus sur un duel final, on est vraiment sur un groupe qui essaye de survivre face à une attaque de requins. Voilà. Et paf. Et quand je spoil jusqu'au Oui, bout. hein. Et si dans le premier, il arrivait à exploser le requin via une bonbonne de gaz, et ben là, en fait, il va le faire mordre dans un câble électrique sous-marin qui va réussir à remonter. Très très belle mort. Et là, pour le coup, puisque tu nous dis qu'apparemment ils sont très curieux, bah oui, en fait, il y a moyen de tuer les requins comme ça, éventuellement. Mais je crois Oui, qu'il on voulait, peut il voulait plus goûter Roy Shader que le Oui, câble quand effectivement, même. Mais voilà. Effectivement. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé Les de requins ont aussi un sixième sens. Ils ont un sens qui est principalement concentré dans la tête. Et en fait, je ne sais pas si on le voit dans le film, mais en tout cas, les requins, alors il y a ceux qui roulent les yeux en arrière, ce qui est le cas des requins blancs. Et d'autres espèces auront comme une membrane en fait, qui ferme l'œil pour, en fait, parce que c'est leur principal outil quand même de chasse. Et donc, dans ce dernier instant avant de mordre dans la proie, le requin est en fait aveugle et donc avec ce sixième sens qui est sous la peau de la tête, ils arrivent à ressentir les champs magnétiques. Oh, wow. Et donc je mentionne ça parce que comme Ah un ouais. câble sous-marin pourrait être très intéressant, tout comme on dit des fois que les cages ou en tout cas les moteurs de bateau, Mhm. parce qu'il y a une batterie qui est connectée et que c'est Ok. métallique. Donc voilà. Et Et puis donc- ça, c'est vraiment un sens qui est extrêmement... c'est le prédateur des océans et ils arrivent à ressentir si une otarie va tourner de 180 degrés comme ils le font très bien, le requin va mordre, va se tourner la tête et mordre dans l'otarie sans qu'il a besoin de ses yeux. Donc voilà, le câble pourrait être Ok. intéressant pour un Ok. requin. Et donc tu dis qu'ils protègent leurs yeux en fait quand ils attaquent. C'est ça l'idée. Oui. Oui. Ouais. Ok. Waouh. Un requin aveugle, même s'il a ce sens-là est vraiment très proche, hein, c'est vraiment à quelques mètres. Ok. Donc voilà. Et, J'arrête pas de et ponctuer des waouh. Et cette deuxième partie, alors cette Dents de la Mer deuxième partie, vous en avez pensé quoi? Est-ce que c'était ennuyeux ou pas? Ali, qu'en penses-tu? Bah, c'était pas ennuyeux, c'était quand même un peu long, mais il a quand même des qualités ce film. Franchement, je trouvais que ça allait encore. Moi, j'aimais bien le côté teen movie. Ouais. Le fait qu'on se concentre aussi sur les adolescents
et on passe un peu du temps à les filmer, à les connaître, et finalement le climax c'est juste avec eux. Après, je trouvais que le film était quand même assez gentil dans le sens où je trouve que les victimes ce sont des personnages périphériques et il n'y a pas ce truc où on s'attache. Bien sûr, il y a les enfants, mais on comprend assez vite, j'ai l'impression qu'il ne va pas leur arriver grand-chose. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je trouve qu'il y a plus d'humour aussi dans celui-là, mais un humour, un peu l'humour des teen movies, quoi. C'est, à Parce qu'on suit des adolescents. Oui, et à la fin, Brody, il se marre comme ça. Je me souviens d'un... Aussi, mais quand il sauve ses enfants, il y a un truc un peu... enfin, je sais pas, il y a un genre de fin de film Disney comme ça. Je t'en mets, donc... Il y a un truc comme ça. Et puis alors, évidemment, on sent que c'est vraiment un film qui est très, très calé en termes de structure sur le premier film. Et notamment, tout ce que j'évoquais plus tôt, c'est l'aspect de tergiversation. Est-ce qu'il y a vraiment un requin ? Est-ce qu'on doit fermer les plages ? Parce que là, on ne l'a pas évoqué par rapport au premier film. La grande problématique du film, c'est si on ferme les plages, c'est toute une activité économique d'une île qui disparaît et peut-être des tas de gens qui se retrouvent passablement dans la merde parce que les touristes ne sont plus là. Et donc, il y a l'idée que le maire, si on le regarde de loin, le film, on a l'impression qu'il prend systématiquement des décisions qui sont liées à l'appât du gain, alors qu'en réalité, je trouve que plus je revois le film et plus il y a une vraie humanisation chez ce personnage et surtout un côté très je suis obligé d'être pragmatique. Et ça, apparemment, je ne sais pas si c'est quelque chose de présent dans le bouquin, mais j'avais en tête que oui. Qui avait le côté on n'émet pas de jugement de valeur sur ce personnage, c'est un peu de sa faute si effectivement il y a une attaque de requin qui se produit, mais en même temps tu peux comprendre ses raisons, quoi. C'est que le personnage de Roy Scheider dans celui-là, en fait, il se retrouve un peu dans la même position que le film d'avant, mais on en parle comme un mec traumatisé qui en fait est persuadé un fou qui va, et même toi en tant que spectateur, si tu sais, parce qu'il y a une scène d'introduction où tu vois deux plongeurs se faire bouffer, mais en vue subjective encore une fois. Mais que il y a un peu le truc, c'est pas vraiment le garçon qui crie au loup, mais vous voyez ce que je veux dire. Et finalement la confirmation du requin, en fait, c'est pas Cherry Brody qui va la voir, c'est les enfants qui se retrouvent donc sur les espèces de radeaux au large. Mais c'est un film dont on a tendance à pas beaucoup en parler parce qu'il est un peu anonymisé par l'histoire de tournage du premier, mais en fait le 2 ça a été un tournage encore pire que le premier. Il a dépassé son budget, je crois qu'on est arrivé à 25-30 millions, sachant que le premier avait atteint combien, t'avais dit, Caro ? 9. Mais Roy Scheider, d'ailleurs, Roy Scheider, c'est marrant parce que je trouve que c'est un acteur, quand tu regardes ce film, Les Noms de la Mer, il a l'air très sympathique. Il paraît que c'est vraiment, mais c'est un acteur exécrable sur les plateaux. Ah ouais. Et si tu regardes des films comme All That Jazz, par exemple, qui est extraordinaire d'ailleurs, soit dit en passant, où il joue un personnage, mais fou allié. Regardez ce qu'il a fait de manière générale, mais non, et donc il y a eu des histoires de scénarios qui ont été changés. Le réalisateur était un réalisateur américain qui écrivait le film avec sa femme. Ils ont été virés du tournage au milieu et on les a remplacés par un franco-américain pour le coup qui a gardé quasiment rien de ce qui a été fait à l'origine. Et on a rappelé le scénariste du premier film, donc Gottlieb, qui du coup a imaginé cette espèce de finale un peu radeau de la Méduse qui marche plutôt bien. Mais c'est marrant, comme tu regardes le premier Jaws, tu te dis c'est un film un peu inclassable, c'est un film d'aventure, c'est un film d'horreur, mais là ici il y a un côté très mis en avant, c'est un film d'horreur. Voilà, vraiment on va doubler le côté de... Enfin, la logique slasher dont on parlait tantôt, on va doubler le nombre de victimes, etc. Et on va voir le requin vraiment tout le temps. Vraiment, il faut... On va lui donner une gueule. Oui, c'est vrai. À un moment, il mord dans un bateau, il fait exploser un bateau, le requin, pas directement, mais vous m'avez compris. Et il se fait brûler la moitié du visage, et donc le requin... ça lui donne un look incroyable. Oui. Scarface. Ouais. Toi, tu l'as aimé, ce 2, Michael ? Non, moi, de la série, il y a vraiment que le 1 que... Voilà, dans le 2, c'est 3 ans plus tard, donc c'est pas comme si les effets spéciaux avaient évolué énormément. Et c'est ça qui fait que le 1, c'est un chef-d'œuvre. C'est Spielberg avec son expérience de Duel. Je veux dire, c'est incroyable de faire un film où on voit jamais la gueule du camionneur dans Duel. Et le 1, c'est un peu ça. Alors, Spielberg disait lui-même qu'il avait hésité au début parce que la manière dont il percevait le film, il y avait vraiment un lien avec Duel. Avec Duel, ouais, c'est vrai. Mais voilà, est-ce que le fait qu'on voit presque pas le requin dans le 1, est-ce que c'est parce que justement le faux requin ne marchait pas, ou est-ce que c'était... moi, je pense que c'est plutôt... c'est son style aussi, donc... Oui, il y a sûrement un peu de deux, en fait. Je pense qu'il a été contraint par la technique et qu'en même temps, il sait quand même comment faire monter la tension, quoi. Dans le 2, on le voit beaucoup trop. Et là, on voit...
Je pense même à l'époque, les gens étaient bien plus conscients que... Ouais, Bah, le film est beaucoup plus direct, en fait, il n'y a plus vraiment de notion de suspense. Et d'ailleurs, il y a une scène coupée dans le film où, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un moment un hélicoptère qui se retrouve, il tombe, qui amérit, et le requin attaque, et en fait, l'hélicoptère se retourne, et en fait, c'est étonnant qu'il l'ait coupé quand tu vois le reste du film qui se veut très dans l'action. C'est qu'en fait, il y a une scène coupée où le requin attaque sous l'eau l'hélicoptère. Bon, enfin, vous pouvez le voir sur YouTube ou sur le DVD si vous l'avez, mais oui, c'est assez étrange qu'il ne l'ait pas gardé, du coup, dans le montage final. Paradoxalement, il se veut un film plus horrifique, mais il est beaucoup moins angoissant. Ouais. Parce qu'il est plat, en fait. C'est pas comme disait Alice, c'est un sympathique film à regarder. Mais on n'est pas sur... Il n'y a pas de tension dans ce film. Tu n'as jamais peur pour personne, en fait. Ouais, et puis en plus, il y a ce côté, l'intrigue, parce que vous parlez de teen movie, en fait, mais il y a toute cette intrigue liée aux relations amoureuses et des choses comme ça. Et en fait, ça, tout de suite, si tu me montres un truc comme ça dans un film, ça me désintéresse immédiatement. Et pourtant, t'as aimé Dangerous Animal, c'est bizarre. Ouais. Moi, Dangerous Animal, c'est pas... on est passé cette romance-là. On va en parler un autre jour, parce que ça, c'est vraiment pas bien. Ça, c'est pas bien ce que tu fais. Ah, c'est pas bien du tout. si c'est les romances qui te gênent dans les films d'horreur, je ne comprends pas. Non, c'est le côté teen stupide. Ah, ok. Voilà. Mais c'est vraiment des gros beaufs, de toute façon. C'est des beaufs, ils sont un peu idiots, en plus. Voilà. Et en plus, ils veulent pas avoir le petit frère dans leurs pattes, c'est pas très gentil. Moi, ça me faisait à fond penser au premier Vendredi 13. La dynamique du groupe. Ouais. La dynamique du groupe d'ados, comme ça, ouais, ça me faisait vraiment penser à ça. Mais c'est un peu dommage d'avoir atteint ce statut-là, parce qu'il y a vraiment la première version, la première mouture qui était en train d'être tournée et qui a été arrêtée, apparemment, il y a quasiment aucun plan qui s'est retrouvé dans le montage final. Mais ça devait être un film qui devait résolument être beaucoup plus sombre, en fait, et c'est ce qui a déplu. Mais d'ailleurs, à l'origine, tu avais Spielberg qui a failli revenir sur le 2, mais voilà, il a complètement... renier la chose, en parlant. Il a bien fait. Bah oui. Il faisait quoi en 78 mais je crois c'était en 77, du coup je sais plus, mais je crois il regardait Star Wars. En fait, il devait terminer il devait terminer Rencontre du troisième type, et ça l'a arrangé. Ah, mais il était pas sûr. Et comme Richard Dreyfuss n'est pas revenu parce qu'il bossait aussi dessus, et donc voilà, c'est ce qui a fait que mais ils sont pas revenus. Oui, bien sûr, oui. C'est quand même un des premiers films où il y a une suite, non? Mais en fait, c'est la première fois qu'on a du mal à imaginer dans les années 70, on n'avait pas de suite forcément. Non, c'est ça aussi, que je parlais du blockbuster, il y a ça aussi, quoi. Parce qu'on parle du premier blockbuster, il y a aussi L'Exorciste en 73, c'est les premiers films qui ont généré autant de revenus, autant aussi de produits dérivés autour. Mais dans ce cas-là, d'ailleurs, c'était devenu la Jaws 2, je crois, la suite, une des suites les plus rentables de l'histoire. Oui, parce que ça a été un succès commercial. Oui, énorme. Ouais. Et apparemment, je pense que après, les producteurs étaient des gens un peu cinéphiles, et qu'à partir de ces succès-là, vu que ça générait des millions et des millions de dollars, ce sont des gens d'écoles de commerce qui ont commencé à travailler sur les films plutôt que. Ah là là. Les exécutifs. Moi, ça c'est un truc qui me gonfle. Chaque fois qu'on sort d'un cinéma avec un film bien avec mon fils et qui me dit le 2 il va sortir quand? C'est dingue. Hein. Il y a cette logique permanente. Mais c'est vrai que dans les années 70-80, c'était principalement dans le cinéma d'horreur qu'on avait des suites de re-suites, de re-suites. Maintenant, c'est pour tout. Oui, et on étire même des épisodes, parce qu'on a première partie et deuxième partie d'un deuxième épisode, par exemple. Oui, c'est infernal. Mais c'est vrai que quand tu dis qu'à l'époque, en fait, Les Dents de la Mer 2, c'est pas... Là, pour la première fois, je viens de l'entendre. Mais dans Jaws 2, en fait, ça sonne comme une évidence, entre guillemets, aujourd'hui, mais tu dis qu'à l'époque, ça l'était pas du tout. Et quand tu vois où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où là, on fait des spin-offs de séries, de trucs qui ont eu un film, Willow... on n'est plus du tout dans la même logique, quoi. C'est presque un film finalement qui a presque inventé sa propre logique. Mais je trouve que ça dit qu'il y a quand même quelques plans qui fonctionnent assez bien dans le 2. Je pense que vous l'aurez en tête. C'est donc t'as un des enfants Brody qui est dans l'eau, ils essaient de le ressortir, et que t'as vraiment le requin qui arrive vers la caméra, bouche ouverte, et vraiment les gens passent au dernier moment. Je dis putain, il est quand même, il y a quand même. Tu construis la tension, oui. Ouais. C'est un film qui. Nice try, quoi. Et je trouve que la mort du requin est la meilleure de tous les films, par contre. Vraiment. Je suis d'accord avec toi. Je trouve vraiment qu'il y a un côté l'homme contre la nature, il y a un côté complètement over the top, complètement insensé, et en même temps le fait que ça marche comme ça, je trouve que ça marche vraiment très 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 bien. Le plan est drôle en plus. Et c'est la chose dont on se rappelle, quoi, du 2. Que ce soit dans le 1 ou dans le 2, à chaque fois t'as ce moment où Roy Scheider s'adresse au requin et t'as l'impression que c'est vraiment lui contre le requin. Roy Scheider is the shark. Que ce soit dans le 1 comme dans le 2, parce que ce qui va amener à une grande théorie dans le 4, on en parlera après. Mais parce qu'en fait à la fin du 1
tu l'évoquais, donc à la fin, le personnage de Richard Dreyfuss survit, mais on ne le sait pas. On l'apprend vraiment qu'au Donc tout le dernier scientifique. moment. Le scientifique, voilà. On l'apprend vraiment qu'après la mort du requin. Et vraiment, en fait, il y a cette séquence finale où on se dit, il est tout seul, dans l'eau, entouré de débris, le bateau a coulé, et là, c'est vraiment du mano à mano, quoi. C'est l'homme contre la nature, comme tu disais. Puis et que ce soit dans le bromance. 1 ou dans le 2. Et après, bromance. Et après, bromance, ouais, Voilà. pendant qu'ils nagent avec leur radeau. puis Avec qui se marre, moi j'adore. Dans mon souvenir, il se marre dans la fin En du fait, premier, ça, je pense ça qu'il coupe se marre très aussi cut. Hein. au- Ah, Ça coupe hyper très cut. cut hein, dans le premier Jaws. Hein. Il n'y a pas d'épilogue. Hein. Non. Ah. Avez-vous encore quelque chose à dire sur ce Dents de la mer deuxième partie? Deuxième partie. C'est dur à dire en fait. Ouais, ça. Si on passe au Dents de la mer 3. Troisième Peut-être partie. une 3D. toute petite dernière chose de comparaison avec le premier, c'est il y a la scène de, parce qu'il y a aussi quelques réponses de scènes. Celle de la plage justement où là pour le coup Brody observe la plage et en fait il y a un banc de poissons et de loin il pense que c'est un requin et en fait il descend et il commence à tirer dans l'eau, mais en fait cette scène là il y a une espèce de tentative de recréer la scène de suspense de la mort d'Alex dans le premier, sauf qu'en fait vraiment juste on filme juste des gens et c'est vraiment, tu vois qu'il y a un travail de mise en scène qui est complètement inférieur. Là, on essaie de reproduire la scène sans en comprendre ce qui en faisait toute la saveur. Vraiment, juste on filme des gens dans l'eau, sur la plage. Mais Ouais. à aucun moment, et surtout, il y a À aucun il y a moment, plein tu de monde, construis quoi. une attaque. Ouais, non. Et puis Ouais. à la fin, de toute façon, il tire dans l'eau et en fait, tout le monde le prend pour un fou parce qu'il n'y a pas de requin là, dans le cas présent. Mais c'est dommage. Après, moi, c'est un film que j'aime quand même bien. Je trouve qu'au niveau divertissement, il fonctionne bien. Je trouve qu'il est vraiment trop long. Il me semble qu'il fait aussi 1h50 comme le premier. Et tu vois qu'il pouvait enlever facilement 20 minutes. Mais voilà, après, je trouve que c'est une suite honorable, surtout pour une période où on n'avait pas l'habitude de faire ça. Non, c'est vrai. Moi, c'est pas que je l'ai pas aimé, hein, le 2, je l'ai... Bah, tu peux ne pas aimer. Hein. Oui, non, mais c'est juste par rapport au 1. Ah oui, oui, mais ça, de voilà. toute façon, On change Moi, de ce qui me classe, manquait là. quand même, c'était quand même le côté biologiste qu'il y avait dans le premier. Oui, parce c'est que vrai. on peut parler avec n'importe quel biologiste qui travaille avec les requins. Il a inspiré toute une génération de biologistes à s'intéresser dans les requins. D'ailleurs, ton donc, acteur préféré, c'est Richard Dreyfuss, toi. C'est pas pour rien. Eh oui, Bah non, voilà, il y a aussi, ils Ah oui, ont, c'est ils ont ça, tous oui. la barbe. hein. Oui, effectivement. il meurt au début de Piranha 3D. Voilà. Donc, Les Dents de la Mer 3, on est en 83, de Joey Alves. Là, on est à SeaWorld, où Mike, qui est le fils aîné du chef Brody, il y bosse comme ingénieur avec sa copine. D'ailleurs, le rapport de couple entre ces deux personnes est assez catastrophique. Oui, il y a Michael et Sean. Ouais. Sean étant le deuxième enfant. Voilà. Mais là, donc, on découvre d'abord Mike, qui est là avec sa copine. Et un bébé requin débarque. C'est un bébé, hein, je pense. C'est d'abord Oui, un il y a bébé ça, requin qui ouais, débarque. c'est ça. Ensuite, il y On le a sait pas sa tout de maman suite. Ouais, c'est qui ça. débarque également. Et donc, les employés, assez stupides, tentent de gérer un peu la crise, mais ça fait un peu Scooby-Doo, hein, je trouve, comment ils essayent de déjouer tout ça. En plus, on voit rien, donc c'est compliqué. Toute la fin, on voit rien. Et donc voilà, c'est des attaques, des effets spéciaux dégueulasses. On voit directement mon avis sur mon résumé. Le suspense est nul, il n'y a pas de suspense. Et voilà, il n'y en a pas. Et évidemment, vous aurez la place pour votre avis après. Hein, même. Et spoiler, le requin finit encore une fois explosé, mais en 3D cette fois. D'ailleurs, c'est un des points forts de ce 3. C'est les plans où on voit une main qui flotte C'est comme génial. ça. Mais la Alors en 3D, 2D, c'est- ça marche pas. Ouais, hein, mais c'est- j'adore les trucs en 3D dégueulasses. Ah ouais, hein, c'est voilà. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Mais écoute, moi je n'ai pas pensé grand-chose, à peu près comme toi, je pense. Je sais que j'ai été surprise justement par ce rapport ce rapport amoureux entre le couple et le frère. Parce que quand le frère arrive, moi j'étais quand même assez surprise de la manière dont il l'accueille. Oui. Et je me suis dit, Il y a, c'est crypto. il y a un truc, oui, il y a un truc, oui. Libertin, comme ça. crypto-gay, Ouais, c'est ouais, trop- il y a un truc hyper étrange Bizarre. dans ce truc à trois Crypto là. consanguin. Ouais, Crypto-consanguin, à mort, c'est pas ouais. Et donc voilà, donc ça c'est un des souvenirs que j'en ai. Et sinon, effectivement, j'aurais bien voulu le voir en 3D. En fait, ce qui est marrant, c'est d'imaginer la 3D de l'époque et de se dire, ah, ça devait ressembler à ça, ah, c'est pour ça, mais alors que ça paraît un peu... Ouais, Dès parce le que début, tu- t'as la quoi, pour le- typo en 3D, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Parce que incroyable. tu sens, oui, c'est ce que j'allais dire, dès l'ouverture, que les plans pensés pour la 3D sont très putassiers. C'est-à-dire que tu les repères sans regarder en 3D, tu les vois immédiatement que c'est prévu pour Mais t'amener du relief. En fait, c'est un film qui avait été à la base prévu pour être une comédie.
Et puis, d'ailleurs, il y avait John Hughes qui était à l'écriture dessus à l'origine, et Joe Dante devait le réaliser. Si ce n'est qu'en fait, c'était un truc qui, je crois que ça s'appelait Ça aurait été tellement bien. Jaws 3, People 0 ou un truc comme ça. Et en fait, c'est un Wow. truc qui devait se foutre de la gueule d'Universal, ce qui fait qu'à un moment, ils ont un peu fait wow, mais même, je crois que Spielberg est intervenu parce que, bon, à un moment, voilà. D'ailleurs, Joe Halves, le réal, c'est en fait le réalisateur seconde équipe du 1 et du 2. Ah, ok, d'accord. C'est le ok. mec qui a bossé sur Ouais. les trois et ce sera sa seule réalisation. Tu m'étonnes. Mais en fait, c'est lui d'ailleurs qui a eu l'idée de faire le film en 3D en regardant justement des documentaires sur la faune aquatique, je ne sais plus le nom spécifique du documentaire. Mais c'est un film qui à la base a été prévu pour être un petit film, en fait, pas du tout à l'ampleur de ce que voulait être le 2. Et c'est lui qui a lancé cette idée de on va le faire en 3D, et on avait mis un gars à la production qui s'appelle, attends j'ai le nom ici, Alan Nesberg, voilà, et qui était apparemment un mec qui bossait dans les séries TV et qui était vraiment habitué à des productions très très rapides pour la TV. Ce qui fait qu'en fait, on a lié un truc qui devait être un méga blockbuster finalement, mais qui était parti pour être un petit film. Et sauf que le mec qui voulait faire un petit film se retrouve avec plein de thunes, mais il veut faire des coupes partout. Et c'est comme ça qu'en fait, on va te faire un film en 3D, sauf qu'en fait, on va faire des coupes de budget là-bas, il va charcuter le montage. Et on se retrouve avec un film pas fini, en fait. Je trouve que les plans sous l'eau, on dirait un peu un mauvais documentaire comme ça. Il y a un truc Mais un t'as peu. le sous-marin en 3D, vous voyez, il est Ah ouais. en fonction de comment il tourne, en fait, il y a le fond passé au travers. C'est pas fini, fondamentalement. Mhm. Oh là là. Et toi, Michael, ce troisième film de la merde. Ouais. Je l'ai vu en 3D une fois. Mais voilà, c'est pas beaucoup mieux qu'en 2D. Hein. C'est plus kitsch. Les plans des choses qui flottent. Ouais, il est beaucoup plus. Enfin voilà, il y a ces scènes là avec la pyramide de ski nautique. Et puis on s'attend toujours à ce que. Puis après on est un peu sur la fin parce qu'il se passe rien. Mais en fait, on a envie qu'il meure dans ce film, je trouve. Oui, c'est ça. T'as envie qu'il crève tout le long du film, quoi. Tellement, c'est une catastrophe. Et il y a peu de victimes dans Oui, il y celui-là, en a peu, justement. ouais, il y en a c'est- voire pas. Je sais En fait, plus. Il y je en a, pense que le mais, grand projet, c'était de créer cette escalade finale. J'ai l'impression, quand je vois le film, que le grand projet, c'était de créer cette espèce de tension avec ce monde sous-marin qui est bloqué, avec peut-être un requin suffisamment puissant, géant, qui pourrait venir et détruire les structures et noyer et peut-être bouffer une partie des gens qui sont bloqués là. Et comment les gérants du parc de SeaWorld donc trouveront des astuces, un truc un peu comme ça, quoi. Mais moi, je trouve le scénar vraiment génial, en fait. Mais oui, Le en fait, scénar parce en tant que tel, vraiment, oui, je le trouve suis génial. d'accord avec toi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. En fait, Mais c'est tu mal sens que- réalisé. Ah oui, tu oui, sens qu'il y a quelque c'est une chose comme ça. catastrophe. Mais... Et on l'a pas mentionné, mais aussi il y a Dennis Quaid dans ce film. Ouais. Ouais. Mais Et Léa Thompson aussi. qui joue Mike. Et Léa Thompson, oui, Léa c'est vrai. Thompson, Et Léa ouais, Thompson ouais. qui est là aussi très. Enfin voilà, moi ça m'a fort surpris parce que je n'ai plus du tout le souvenir de ça. D'ailleurs, ils ne reviendront pas. Hein. Mais Denis Quaid, donc, qui joue Mike, à un moment, il prononce cette horrible phrase à sa copine. Il dit renonce à ta vie professionnelle et suis-moi, en fait. Oui, 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 il y a cette discussion qui est très importante dans le C'est film. lunaire, quoi. effectivement. C'est Oui, oui, lunaire. C'est, complètement. Mais moi, c'est un film pour lequel j'ai une véritable affection. Je crois que je dis souvent, c'est mon nanar préféré. Alors, c'est pas formellement un nanar, Ah, mais tu te dis, ce n'est. Ici, oui. En fait, il y a la scène de fin avec le requin qui arrive. Ouais. Je sais pas si pour situer aux gens qui ne l'ont pas vu, mais comment dire, il y a un requin qui avance vers l'écran. C'est indescriptible en fait. Allez voir sur YouTube, c'est devenu un mème vraiment, mais avec le Dennis Quaid qui crie au ralenti, avec vraiment la vitre qui se brise, puis après il y a les requins, les dauphins dorés à la fin, enfin tout est Oui, merveilleux. c'est vrai que cette Doré. séquence-là fait un peu nanar. Hein. Mm. Ça fait un peu nanar, ouais. Mais je trouve que tu sens vraiment tout le potentiel du film, vraiment. Et Joe Halves, d'ailleurs, le réalisateur, il en parle comme. D'ailleurs, on a le bouquin Sharksploitation là sous la main, On peut l'évoquer. qui est vraiment très très chouette. Et il y a une interview de Joe Halves dedans que je vous invite à lire où il parle un peu de son expérience sur le film. Et vraiment, c'est resté sa seule réalisation parce qu'il s'est fait vraiment bouffer par un système où même lui, il avait fait un montage de 2 heures à la fin qui a été charcuté. Mais même avec ça, tu pouvais rien faire, quoi. Mais. il y a tout un moment où ils sont sous l'eau avec des tubas et ils parlent et on entend tout. Je trouvais que c'était un petit peu bizarre quand même. Parce que Ouais. c'est pas logique. Moi, j'ai le vinyle chez moi de Jaws 3D Ah ouais. parce que j'aime vraiment bien Les Dents de la Mer 3. Et donc, l'anecdote que je voulais vous dire tantôt, d'ailleurs, la première fois que j'ai découvert, donc j'avais aussi le vidéoclub à la suite du 1 et du 2. Et en fait, il s'avère, c'est une anecdote très liégeoise, mais il y avait Bouli Lanners chez moi, parce que c'était un très bon pote à ma maman. Et en fait, on regarde le film tous les trois, et en fait, Bouli se fout de la gueule du film. Et moi, j'avais 10 ans, j'étais mais arrête et tout. Et vraiment, ça m'énervait. Allez, je suis parti avant la fin, et j'ai En revenu pleurant. Ah ouais, attends, mais pas loin, je crois. Et je suis revenu vraiment le voir le lendemain, et je me suis fait, c'est pas fou quand même. Mais je sais pas, j'étais trop. Voilà. Anecdote liégeoise. Voilà.
La suite de mon film préféré. Ok, donc Ouais. Bully Danner s'est foutu de tes goûts cinématographiques. Ouais, il faut venir, enfin, il va venir régler ça ici, un de ces quatre, je pense. Ah bah mais attends, voilà. attends Attends. de voir. Attends de voir. Attends de voir. Après, il y a pardon. Non, vas-y, j'avais une question pour toi, mais vas-y. Il y a un film bien plus récent, The Meg, Ouais. où moi je trouve Avec que Jason j'ai Statham. retrouvé pas mal de trucs de celui-là. Des Exactement. plans. Oui, ouais, je suis C'est d'accord. totalement le cas. C'est très J'adore marrant. ce mec. C'est très marrant que tu Ah, moi, j'adore le Meg. parce que J'adore. pour le coup, il y a une construction que je trouve très étrange dans The Meg, c'est que comme c'est Jason Statham, on te met Jason Statham en avant du genre c'est lui qui va lutter contre le requin, et il y a vraiment cette espèce de dérivation de comme je le disais, du climax final du 1 et du 2 qui est Roy Scheider seul face au requin, et en fait je trouve que The Meg il se foire principalement là-dessus, mais sinon pour le reste Oui, je c'est suis vrai. d'accord que Ouais, The il est Meg bien en fait foutu. que The Meg en fait est assez fun. Il est En réalité, fun. assez Voilà, ouais. Fun, c'est peut-être mieux que. Que bon. Ouais, C'est bon. C'est Cela pas dit, ça moi, que il je y, voulais a, dire. il y a un plan qui m'a vraiment marqué dans Les Dents de la Mer 3 et qui vraiment me met très mal à l'aise encore aujourd'hui. C'est le gars qui se fait manger par le requin. Bon, jusqu'ici, c'est logique, mais on a un point de vue de l'intérieur de la bouche du requin où tu vois qu'il essaie un peu de ressortir. Alors, je dis Ah pas que c'est oui. très bien fait, mais moi, c'est une scène un plan Mhm. qui me met vraiment mal à l'aise. Mhm. Voilà, sinon, le reste. Complètement. Ouais. Heureusement C'est qu'ils mal à l'ont pas l'aise fait pour dans le d'autres 1. choses. Oui, Avec quand le requin est sur le bateau, là. oui, c'est vrai. Ils Oui, auraient c'est pu. vrai. J'avais une question pour Mickaël. Alors, t'es spécialiste des requins, mais je pense que tu vas pouvoir me répondre. Parce que on voit beaucoup les dauphins dans ce film, qui sont un peu gentils. Moi, j'ai Ils sont même beaucoup dorés à lu. la fin. Ils sont même dorés à la fin. Mais j'ai quand même beaucoup entendu dire que, apparemment, les dauphins, c'est vraiment des connards. Apparemment, j'ai lu beaucoup C'est que salaud. les dauphins étaient des salopards, n'étaient pas des Gentils. animaux très gentils. On les montre souvent très mignons et apparemment, c'est quand même des crasses. Ah, c'est. Plus l'animal est intelligent, plus c'est une merde. Voilà. On Ça en me est fait le parfait réfléchir. Comme les exemple. humains, même. voilà, exactement, ouais. C'est Non, ça non, que j'ai lu, c'est ouais. les dauphins, tout le monde adore les dauphins, mais C'est des merdes, non, ils violent, c'est des prédateurs aussi, hein, donc Ouais. Mais ils sont plus vilains que les requins, en vrai. ça dépend où on va, dans quel... Oui, dans donc, quelle c'est histoire. clair qu'il n'y a pas de dauphins qui vont attaquer Non. des humains, mais oui, non, entre eux, c'est des Ouais. animaux extrêmement sociaux, et donc oui, ils se font ils ont des comportements Des très... sales Très Voilà. Des problématique. sales cons. Ouais, bah Ouais, oui, ouais, c'est... ouais. c'est- J'ai dit des sales coups, mais, Ça, mais mais c'est des sales cons. après, nager avec des dauphins, ça reste génial, mais... J'imagine, mais je voulais quand même avoir un peu euh, ce point avec toi, parce que j'ai lu plein de fois que oui, les dauphins c'est mignon, mais c'est des connards. Je voulais un peu avoir cette explication. Mais oui, c'est ce que j'avais lu, que plus, Ouais. plus c'est intelligent, plus Bah, c'est c'est des chiens. comme quoi. les orques. Hein, Ouais. Moi, je dis souvent, si je devais traverser un... Enfin, si je devais mourir, je sais que je préférais le requin. Parce que le requin, il va pas s'amuser avec toi. Moi, j'ai vu une fois, j'étais au Canada, et je filmais... Non, c'était pas moi qui ai filmé, là. Du coup, c'était un ami. Et il y avait un groupe d'orques qui chassaient, et ils se sont attaqués à un éléphant de mer. On a filmé avec le drone 45 minutes où il joue au foot avec un éléphant de mer qui fait quand même 200-300 kilos. Ils se le passent, ils lui font peur en passant à plein pot, mais juste à côté. Donc voilà. Et donc pendant 45 minutes. Après 45 minutes, un coup de trop, l'éléphant de mer, la colonne cassée en deux, paralysé du bas. Et les orques partent, parce que c'est plus intéressant. C'est vraiment comme un chat et une souris. Donc Ah, il le bouffe pas Il le mange Ah, ils le même bouffent pas, non. Ah oui. Les orques, c'est pire encore. Oh là Parce qu'ils sont là. encore... Je crois que c'est un des animaux qui me le terrifie le plus sur Terre, vraiment. Alors sur Terre, tu risques rien. Ah oui, enfin, En on se mer. comprend. En mer. Sauf dans Orca 2. C'est pas- Après, il y a j'essaye. Orca 2. Non, non, c'est pas Ah vrai. bon. J'ai demandé, j'ai Non, dit- moi je disais Orca 2 pour Sharknado, parce que dans Sharknado, ils arrivent dans la pièce et c'était pour faire. Je fais des mauvais jeux de mots de titres de films. Mais ouais. Les orques, là, ces derniers temps, bah, ils ont attaqué des bateaux. Mais il n'y a jamais eu un humain qui est mort de Ouais. morsure d'orques sauvages. Ouais, ok. Oui, par Ouais. contre, c'est déjà arrivé des accidents dans des parcs, hein, ça. Ah ouais, Ouais, quand Attends, tu me fous dans une cage pendant des années, Ouais. dans une cage ouais, qui est trop petite, Bien sûr. avec quelqu'un qui Je veut sais qu'il y a- venir me Je sais taper. qu'il y a une histoire C'est d'une normal, entraîneuse ouais. qui s'est fait. Ouais. Non, là, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu Mais... plusieurs. D'ailleurs, pour le moment, il y a je sais pas s'il y a une mode dans les intelligences artificielles, c'est de créer des images de gens qui se font bouffer par des orques. Voilà. Ah bon? Oui, mais vraiment là, actuellement, au moment où on enregistre. Mais Ok. voilà.
Cela dit, peut-être dernière anecdote sur le 3, qui est lors du cinéma d'exploitation. Il y a eu un film qui s'appelle La Toby mort au Hooper large. était chez toi. Non, Toby Hooper n'était pas chez moi, mais long running gag. Mais il y a eu un film qui s'appelle La mort au large, qui est en 4 tiers, comme tu le sais, Vincent. Et c'est private joke. Mais donc en fait, grosso modo, un des premiers grands plagiats des Dents de la Mer, Ok. donc réalisé pourtant par un réalisateur moi, que j'aime beaucoup, Qui est Enzo Castellari. Enzo Ouais. Castellari, que j'ai rencontré. Et je n'ai pas fait pipi à côté de lui, mais qui fait entre autres Keoma. Mais bref, ça a été un des films, parce qu'en fait, il y a un gros 3 qui est mis sur un voilier sur la pochette. Mhm. Et je Ça crois te que c'est fait en... croire. En fait, je sais Ah qu'il oui. est sorti, je crois que c'est en Italie ou en Espagne, je ne sais plus, sous un nom qui en fait équivaut à Les Dents de la Mer 3, là-bas. Et qu'il a été retiré par la Universal et que c'est encore aujourd'hui un film, une des copies qui a rapporté le plus d'argent de l'histoire sur son temps d'exploitation. Est-ce qu'on passe aux Dents de la Mer La 4, revanche. la revanche. Le dernier film Les Dents de la Mer, donc on va traiter aujourd'hui, Dernier officiel. officiel. Donc Les Dents de la Mer 4, la revanche de Joseph Sargent, 1987. Alors de quoi ça parle Là, en fait, c'est un peu, c'est un peu dark en fait le début du film puisque on se rend compte déjà que Martin Brody, le shérif de la ville, est mort d'une crise cardiaque. C'est bien ça, hein, c'est une crise cardiaque, hein, il me semble. Et là, en fait, au début du film, on suit son fils le plus jeune, il me semble, c'est Sean Brody, qui est lui-même un adjoint de la police de la petite ville d'Amity. Flic de père en fils, super. Flic de père en fils, voilà. Et alors qu'il est censé faire une espèce d'opération de maintenance pour débloquer une bouée, il se fait attaquer par un requin qui le tue. Personne n'entend ses appels à l'aide parce que ça se passe à Noël et il y a des cantiques de Noël. Et Un beau film de Noël. voilà, c'est ça. Et donc il se fait tuer. Et là, à partir de là, la mère, elle est persuadée que il y a un requin. Je me marre Qui- déjà. Il y a un requin qui a une revanche personnelle à prendre avec la famille Vendetta, Brody. quoi. Une vendetta. Bah, et le film t'indique qu'elle a raison d'ailleurs. Et le film t'indique qu'elle a raison en plus, Mais- exactement. Et donc, avec les obsèques donc, de leur fils, il y a le fils le plus âgé, Michael, qui là, pour le coup, lui, est devenu biologiste marin, il me Ouais. semble, hein, dans le 4, revient et prend sa mère avec eux pour retourner aux Bahamas, là où ils font leurs recherches, et ils vont se rendre compte, alors que le requin n'est pas censé les suivre dans des eaux aussi chaudes, selon le film, tu nous diras si c'est vrai ou pas, hein. Et en fait, le requin les suit quand même, et de là va s'en suivre tout un tas de péripéties qui va les amener à devoir se confronter face à ce requin qui a apparemment une vraie revanche à prendre avec la famille Brody, et notamment leur mère. Voilà. Voilà, je sais pas si c'est bien. Voilà, C'est parfaitement résumé. Ah oui, il y a Michael Caine dans le film qui Oui. joue un pilote d'avion. C'est très important. Visuellement, il a un poil moins laid que le 3, je trouve. Par contre, les souvenirs en sépia, c'est pas possible, quoi. Mais les citations, non. même les citations qu'il Mais essaie qui de te montrent faire des- du premier, c'est... Ah oui, Oh et là qui te là. montre des images, des stock shots du premier film. Ouais. hein, ouais. C'est cata. Mais quand je l'avais vu à l'époque, moi c'était vraiment, je crois que j'ai dit cette phrase et je la pense toujours, c'est un des plus mauvais films que j'ai vu de ma vie. Vraiment. En termes de... un film Je qui est crois que sans- Michael Caine serait d'accord avec toi. Ouais, mais il a dit qu'il était content parce que ça lui a permis d'acheter une villa ou je Oui, sais pas c'est quoi. ça, c'est ça. Mais voilà. Et vous, ce 4, Ali? Pareil, moi j'avoue que j'étais un petit peu contente qu'on voit un peu plus la femme de Brody, Mhm. parce que je l'aimais quand même bien dans le Ouais. 1 et le 2. J'aime bien son look. Ouais. Et moi j'ai toujours fait très attention au look. Je crois que j'aimais bien les films à l'époque, c'est pour ça que j'aime beaucoup les films. J'attends que tu m'invites vraiment sur des teen movies, des trucs avec des filles. Oui. Bon, deux filles, je fais des Rapidement, c'est parce Ouais. qu'en fait là tu viens de faire des guillemets. hein, Ouais. Donc, Et donc voilà, pour ça j'étais contente. Après, je trouvais que le reste n'était pas du tout réaliste. Que de fait, il y a beaucoup de choses. On rigole un peu plus malgré le film parce que c'est pas censé être drôle. Mais effectivement, le personnage principal devient la mère, mais elle n'est pas rendue aimable Non. dans ce film justement parce que je trouve qu'elle se remet assez vite de la mort de son fils. Et puis voilà, oui, on se désintéresse assez vite du film, quoi. Oui, c'est vrai. Après, pour les à côté du film et les anecdotes qui sont peut-être pas intéressantes, la petite fille, celle qui joue la fille du fils, en allant un peu lire ce qui s'était passé, j'ai vu qu'elle était décédée peu après parce qu'elle a été assassinée par son père. Voilà, bref, ça c'était l'anecdote. Donc elle aurait pu avoir une grande carrière et donc cette petite fille, actrice, est décédée. Mais elle joue assez mal.
Elle joue, oui. Après, je donc l'ai c'est vu, peut-être pour ça, je l'ai hein. vu en VF et Oui, mais en la VF, c'est elle jouait difficile. mal. Ouais, c'est vrai. Mais après Peut-être pour ça. Poltergeist, Mais, mais- Poltergeist, film qui est aussi très associé à la carrière de Spielberg. Exactement. Mais cela dit, en parlant de fin de carrière tragique, bon, on n'en est pas à ce stade-là évidemment, mais à la base, le film, il y a un personnage, on n'a pas parlé, qui est Sidney Schanberg, qui est un des gros producteurs d'Universal, en fait, qui a eu vraiment main mise sur la saga dès le 2, en fait, a un peu donné ses indications. Et en fait, il faut savoir que Lauren Gary, donc celle qui joue Hélène Brody, c'est son épouse. Mais c'est Et, la femme du producteur, c'est ça? C'est ouais. ça, voilà. Ah. Et en fait, il voulait que ce soit son film et relancer sa carrière qui était un peu au point mort. Et c'est son ok, dernier film, c'est du Oui, coup, parce c'est que vrai. Oui. enfin voilà, c'est vraiment une catastrophe. Tout. Elle n'est pas très bien dans ce film. Mais, Non. ouais. Elle Mais en même avait- temps, c'est- Elle n'avait pas fait grand-chose à Non. part Non, cette elle a pas fait saga. grand-chose. Et toi, Michael, ce 4e film? C'était le premier de la saga que j'ai vu au cinéma quand il est sorti. Ah, Euh, dur. ouais. Ouais, là, Et donc il là. était sorti en Belgique alors le film aussi. Alors, à l'époque. je suis suisse à la base, donc je l'ai Donc vu en en Suisse, Suisse, ouais, quand mais même. je pense qu'il est sorti ici aussi. Donc, Certainement. moi, des fois, je sais pas si c'est moi qui l'imagine ou si elle est vraiment là à la scène, mais en fait, voilà, quand il les suit dans les Bahamas, en fait, il manque le plan où on voit l'avion avec l'aileron du Oui. requin qui sort des eaux, quoi. On y est presque, en fait, presque rien là. ne te dit que le requin qui est au début du film, qui fait enfin, C'est le même, ouais. Tout à fait. Ouais. C'est juste elle qui dit « je le sens mais Ouais. il y en avait, il y avait des idées qui voulaient, enfin, c'était l'idée que le requin du 2 revienne ou des histoires comme ça, mais le film, il a même été, quand il est sorti, parce qu'il était tourné, enfin, ». Mais il est mort dans le 2. oui, mais c'est ça le problème, oui. Ah. Mais c'est que, enfin, c'est un des problèmes. Mais il y a aussi ce truc où il faut savoir que le film, il a, entre le moment où il a été, la pré-production a été lancée, donc le film n'est pas écrit, et le moment où il est sorti, il y a un peine moins d'un an. Ah C'est ouais. donc Ah ouais. c'est Ouais, vraiment, c'est c'est rapide, vraiment de la... hein. Et Ouais. d'ailleurs, ils ont dû en fait à un moment le rapatrier et retourner des scènes supplémentaires parce qu'en fait, on parlait de film pas fini tantôt, là, il était vraiment pas fini. Oh là là. C'est le stade au-dessus. Ce qu'il y a aussi dans ce film, c'est que en fait, c'est pas du tout impressionnant parce qu'on voit très très vite le requin en pleine lumière. Mhm. Donc en fait, on te montre tout, donc c'est l'antithèse du premier film. Il y a aucune tension, il y a aucun suspense. On s'en fout, quoi. Voilà. Un avis éclairé sur un film notable. Je sais pas si Mais vous- moi, la question qui m'intéresse vraiment, c'est est-ce que les requins sont dans les eaux chaudes ou pas? Est-ce que Oui, vous c'est pouvez- Ah. Oui, bah, à l'époque, je pense pas qu'on le croyait. Donc oui, il y a eu des requins blancs qui ont été observés dans les Bahamas depuis. Il y en a partout, Vincent, hein, désolé. C'est une des espèces les plus largement distribuées au globe. Les seuls endroits où on les trouve pas, c'est dans les eaux de l'Arctique et de l'Antarctique. Donc, Ok. mais ouais, dans les requins blancs, ils ont un mécanisme qui leur permet de chauffer leur corps. Donc les requins blancs, il faut peut-être aussi le dire, parce que c'est un poisson. Donc s'ils sont dans de l'eau à 12 degrés, leur corps est à 12 degrés. Donc, mais chez les requins blancs, ils ont un mécanisme en fait, qui leur permet le sang qui est à l'intérieur, qui a été chauffé par le mouvement des muscles et l'énergie utilisée, en fait, est recyclé. Cette chaleur-là est recyclée dans l'autre sens par les autres, par le sang qui retourne et donc ils arrivent à maintenir une température de leur corps, enfin pas de tout le corps, hein, mais des organes vitaux et des muscles entre 8, enfin je crois que c'est 8 à 10 degrés supérieurs à l'eau environnante. Ça leur permet vraiment d'aller dans des eaux. Moi, j'ai traqué un requin blanc qui a nagé de l'Afrique du Sud en Australie. Il descendait à 1000 mètres, où l'eau était à 4 degrés. Et en surface, elle était à 20. Ça ne lui cause aucun problème. Donc, il arrive vraiment à... Voilà, on le trouve partout presque. Wow. Et- Même en Méditerranée, apparemment. Après, il y a un peu... C'est quand même des requins, ils ont besoin aussi, à cause de ce système, de beaucoup d'énergie. Et donc... manger du poisson, c'est bon, mais une otarie avec plusieurs centimètres de gras sous la peau, c'est bien mieux. Donc, c'est pour ça qu'on trouve les requins blancs principalement autour des colonies d'otaries ou de phoques qui sont des belles proies. Donc voilà. Et est-ce C'est pour ça qu'on les qu'ils trouve. aiment se venger? Ah, Est-ce que le ça titre se est venge? juste? Est-ce que c'est un serial killer? C'est serial killer. C'est lequel? Serial killer. Non. Ah. Mais cette théorie-là Oui, non, mais- fait surface régulièrement quand, il y a quelques années en arrière, il y a eu plusieurs incidents autour de la mer Rouge.
Après, on peut jamais exclure qu'un requin, alors même si je dis qu'ils n'ont pas le goût pour l'humain, pour la chair humaine, parce que généralement, il y a vraiment cette première morsure qui fait que la personne va saigner à blanc s'il y a une artère qui a été coupée, ou simplement parce que, comme je l'ai expliqué avant, couper à Les travers dents, un oui, bras c'est ça. humain, Ça va, c'est comme c'est du facile. beurre. Et donc, c'est peut-être pas... Mais généralement, le requin, en fait, il lâche sa victime une fois qu'il... C'est comme si je vous bande les yeux et que je vous demande... Enfin, je vous dis, mort dans cette pomme, et que je vous mets un bout de steak dans la bouche, ça va être dégueu. Et eux, c'est On va vraiment s'en la même rendre compte chose. assez vite. Ouais, Ouais. ouais. Ils mordent dedans, puis après, c'est parce que... Voilà, Parce qu'ils voulaient, quoi. C'est Ouais. pas une otarie, et puis ils relâchent. Ouais, ça. En plus, on est plein d'eau, il n'y a pas grand-chose Enfin, sûrement, il y a un peu plus à bouffer, mais... Donc c'est pas possible qu'ils attaquent jusqu'à te tuer complètement. Ça arrive, Oui, ça ça arrive arrive. que c'est arrivé qu'on n'a pas retrouvé le corps après l'océan est vaste. Donc, mais donc, j'exclus pas qu'un requin n'a jamais mangé une personne, mais en général, c'est pas le cas. Ok. Et certainement pas, il n'y a pas de Mais d'ailleurs, en fait, de vengeance. En fait, ce que tu dis finalement, la fin des Dents de la Mer 4 a une scène finalement narrativement complètement stupide, mais d'un point de vue scientifique assez juste, c'est que le pote de Mike Brody qui se retrouve à se faire bouffer par le requin, et puis en fait à la fin, non, je ne suis pas mort. Je sais pas si vous voyez ce truc. Oui. Alors, Oui. En fait, Mais l'histoire c'est que il n'y a l'acteur pas en une fait. fin alternative de ça. Alors à la base, il devait mourir et c'est lui Ouais. qui a demandé s'il pouvait rester vivant. Alors, c'est peut-être un rien un peu compliqué que ça. C'était mais pour le 5, ça. non, oui, mais, non, Exactement. mais donc il y a vraiment une scène, tu le vois se faire gober par le requin, puis en fait à la fin il fait non, ça va vraiment dans le mais avec le requin qui explose, ce qu'il y a à la fin avec le mât du bateau qui rentre. Enfin voilà, bref. Cette fin Et c'est impossible ça, me la- rappelle Dangerous Hein Animal. Pardon. La fin alternative, parce qu'il y a une fin où elle empale le Oui, c'est requin, ça. Ouais. et une autre où elle l'empale, mais après il Il explose. explose, oui. Mais Et moi, ce j'ai- n'est pas j'ai vu du celle où tout il explose. réaliste, mais apparemment ils ont... Même après avoir sorti le film, je crois qu'ils ont retourné une scène ou quelque chose comme ça, Non, c'est justement ça, parce que mais c'était ils plus ont impressionnant. ils ont dû le rapatrier en salle, des salles, parce que vraiment. Enfin, ils ont refait ça entre autres, mais il y avait vraiment des manquements concrets. Des en gros fait. trous, quoi. Mais par contre, alors, je ne sais plus d'où je tiens ça, mais je sais qu'il y a eu une diffusion TV du film. En fait, le film était en scope, donc les bandes noires en haut et en bas de l'écran. Et en fait, ils ont changé le format du film, ce qui fait qu'en fait, tu vois toute l'infrastructure du requin qui est cachée par les bandes noires. Oh non. Je sais plus, il faut que je retrouve d'où ça vient, mais Oh, wow. j'ai vu les images et vraiment tu te dis mais c'est pas possible, ce n'est pas possible. mais Ouais. Beaucoup d'erreurs Voilà. sur ce film. beaucoup de Ouais. Bah, D'autant qui- plus qu'alors, il y a aussi un truc un peu étrange, c'est que moi, ça m'a perturbé, mais c'est plus les acteurs du 3. Et moi, je m'attendais à revoir Dennis Quaid. Et il était pas Eh non. bon. Non. Eh mais non. tu as Lauren Gary, c'est tout. Oui. Et des flashbacks de Roy Scheider aussi. Et des Qui n'a- flashbacks oui, de Roy d'ailleurs à qui on a Scheider. proposé de venir dans le film, hein, il a dit non, donc Mais il a bien Voilà. fait. il a bien fait. C'est bien fait. Et si je reviens sur la dernière question de la vengeance, parce que je pense que c'est quand même c'est intéressant de savoir, dans le monde, il y a entre 5 et 15 personnes qui meurent chaque année de morsures de requin, sur une centaine qui se font mordre ou où il y a une interaction. Nous, on tue environ 100 millions de requins par année. Oh, Donc wow. s'ils étaient vengeurs, On serait foutus. on serait vraiment foutus. Donc le titre ment. Voilà. Mais pourquoi autant de morts de requins? Ça, on les pêche, on les mange. Ouais. Pour les manger, Et, ouais, c'est ça. pour les ailerons, Pour les qui sont ailerons. très prisés en Asie, mais aussi T'as déjà mangé si du tu vas requin? manger des fish and chips, t'as une chance sur deux de manger du requin. Ah oui, à cause de la pêche en gros. Oui, puis Des fois, ça- la viande de requin est bonne, donc T'en as déjà mangé, toi? probablement par erreur, Ouais, c'est ça. certainement même. J'en ai mangé une fois en... Oui, j'étais invité C'était en Arabie, mais voilà. Mais ouais. Enfin, je préfère qu'ils mangent tout le requin parce que pendant très longtemps, on capturait les requins, on leur coupait les ailerons les ailerons, ça représente 5% de la masse du requin, et puis on rejetait le requin vivant dans l'eau, mais sans leurs ailerons. Donc, Et sans un aileron, il sait pas se diriger normalement. Si. il ne sait plus rien, il sait sait plus plus nager, rien faire. Non. il coule. Quel enfer. Enfin, une mort atroce pour le requin. Donc, moi, quand je donne des conférences, j'ai le poster de Jaws
Et j'avais trouvé ça un artiste italien qui avait fait la même chose, mais avec une tête d'humain Ah oui, oui, qui oui. mange avec la gueule ouverte et puis il y a le requin en haut. Et je dis, voilà, ça, si les requins la devaient réalité. faire un film, ce serait un documentaire, tandis que nous, c'est vraiment un film de fiction. Fiction, ouais. Ouais. T'as Alors, l'affiche Ghanéenne aussi. On n'a avec- pas. pardon. Ah, bah vas-y. C'est la tête du requin de Jaws de l'affiche sur un corps très musclé comme ça. Mais c'est un truc, mais allez Ouais, la voir, c'est les affiches extraordinaire. ghanéennes, c'est toujours Ah oui, des- oui, c'est non, toujours c'est des chefs-d'œuvre. extraordinaire. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc il va peut-être falloir enchaîner. Mais Euh, le dernier. mais c'est- voilà, il faut quand même parler de Cruel Jaws de Bruno Mattei, sorti en 95. Est-ce que vous l'avez vu ce film? Non. Cette suite Vous avez une vie merveilleuse. non officielle. Une vie sociale, des Alors, amis. il a tenté un peu Jaws 5, mais ça a pas trop, ça s'est fait capter. Donc c'est un nanar aquatique assez culte, hein, Vladimir. Bruno Mattei, c'est le maître italien du film d'exploitation. C'est celui qui a fait Virus Cannibal, Zombie 3. 3. 3. Mais j'aime bien le Zombie 3, je trouve que c'est agréable à prononcer. C'est un film en fait qui a piqué tous ses plans dans des films de requins. Allègrement dans Les 4 Dents de la Mer, dans Deep Blood, dans Great White, dans l'Ultimo Squado, et il a aussi piqué la musique de Star Wars. De Star Mais Wars. qui est à peine Voilà. modifié, mais voilà. C'est un genre de phone footage de requin. Mais toi, tu l'as vu, donc pitch-nous un peu ce beau film que Bah, tu aimes tant. Je sais pas, il y a des beaufs sur un bateau et il y a un requin et voilà, ils bricolent des plans des Ça, dents de la c'est mer et Piranha de la 3D. mort au large. Bah, Ouais, c'est vraiment plus beauf que la mort au large, mais c'est encore une fois un truc avec des doublages français extraordinaires où quand les personnages se félicitent, c'est ouais, bravo, ouais, mais Chris, oui, voilà, voilà, mais il est sur YouTube si vous voulez le regarder. Ça vaut la peine, Ne regardez pas tout seul, faites pas comme moi et ayez une vie sociale. C'est est marrant copains. parce que La mort au large est aussi dispo sur YouTube en VF. C'est vrai. Ouais, je te jure. Eh bien, vous avez un programme pour votre fin de soirée. Voilà, le double programme. Mais il fallait quand même qu'on mentionne ce film, parce que oui, ça a été Bruno Mattei a tenté de faire connaître son film comme une suite, mais bon, ça n'a pas marché, c'est un nanar énorme. Mais je trouve quand même que moi, j'admire l'audace, en fait. Je salue l'audace de ce réalisateur, d'aller de tenter J'ignorais ça. Ouais, qu'il y avait une pseudo-suite. oui, mais c'est pas très marrant à regarder. Hein, mais... Bah, pas tout seul, quoi. Regardez-le avec des gens. Vraiment. Pas, si vous trouvez des gens. Quel est votre nanar de requin préféré? Sans citer un film Jaws, évidemment. Ah ouais. Ah. Est-ce qu'il y a un que vous aimez? J'ai essayé de parler de The Meg tout à l'heure, Michael. Ouais, c'est donc, vrai, t'as parlé de The Meg. Il y a Mais Piranha 3D, Ah oui, c'est celui-là Ouais, avec, Ah oui, avec oui. Christopher Lloyd. Je crois, ouais. Ouais, ouais, il est dedans, ouais. Ouais. Celui-là, je crois que j'aime Tu restes beaucoup. sur The Meg, Michael? Non, parce que le mec, j'ai bien aimé. C'est Ouais. comme Peur sous la Seine. Ouais. Je m'attendais C'est vrai? à une Sous la merde Seine sans nom. T'as Et en aimé? fait, bah écoute, j'ai trouvé ça un bon moment à passer. Oui. Alors, c'est l'opposé de Jaws. Alors, il y a des requins partout. Et après je les ai trouvés bien faits. Donc, pour une fois, ça m'a pas fait mal aux yeux de les voir comme ça. Non, je crois que le pire nanar, et c'est une discussion que j'ai eue avec tellement d'amis biologistes aussi qui travaillent sur les requins, c'est Sharknado. Ah, Ouais, je évidemment. suis et tellement c'est fan pas de des nanars. Sharknado. c'est pas nanar. Mais ça, Mais pour ouais. le coup, sur le point de vue scientifique, Ouais. oui, je peux comprendre que ça te fasse bondir, quoi. Tu te dis, Sharknado. Mais si je peux vous recommander un nanar de requin extraordinaire, c'est Shark Attack 3 Megalodon, où ils ont incrusté des vraies images de requins où en fait t'as des. Enfin. Je sais pas comment vous expliquer ça. Allez, enfin, mettez une compilation sur YouTube. Au pire, vous avez la compilation de tout ce qui est bien dans le film sur 1 minute et c'est réglé. Voilà, mais c'est le meilleur nanar pour moi de requin. Il y en a tellement. Sharkopussy. Ah oui, c'est très bien. Mais Peur bleue, j'aime bien. Sharkoctopussy, je sais plus comment il Ouais, s'appelle, mais c'est pas un C'est- nanar. non, mais C'est même un bon Rainier Aline. C'est un Peur bleue. mauvais film. C'est un mauvais Peur bleue, film. ouais. Moi j'aime bien Peur bleu. Ah, moi moi, j'adore j'ai aussi. bien hein. aimé. C'est vraiment super. Ouais. Ouais, je dis Pour la une mort fois, large, moi. c'était pour une fois, c'était pas le requin qui était Ouais. Ouais. voilà, et Ouais. c'était vraiment une modification génétique, donc c'est nous qui l'avons créé. Non, mais- Moi, j'aime bien, mais je trouve ça mauvais. Oui, c'était. Comme Ouais, Sharknado. franchement, ça, c'est une discussion pour un autre jour. Oui, c'est Ouais, vrai, ouais. c'est vrai, je sais. Il y avait quand même Ouais, c'est vrai. Samuel Jackson. Oui, mais qui se fait manger d'une façon tellement. Comment spoil Oh, ça va, on peut spoiler. C'est quelle année Rainier ce Arline, Peur c'est bleu pas si mal. Ouais, Ouais. ça va. C'est quelle Rainier Aline, année c'est pas si mal. C'est quelle année Je sais plus, C'est 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 vieux, le hein. 96, je crois. Non, Ah ouais, bah voilà. Mais sachez qu'il se fait manger et que c'est vraiment cool. On a aussi des auditeurs qui ont leur avis sur cette série de films. J'avais presque oublié de quoi on avait parlé. C'est vrai. Qu'est-ce que nous raconte? Alors, Tu commences? oui, Vas-y. écoute, on a Nitran Kwang qui nous dit le premier mythique, le deuxième bon, le troisième moins bon, enfin moins bon que le deuxième, et le quatrième le plus mauvais des quatre.
Voilà. Voilà comment résumer tout ce qu'on vient de dire. C'est souvent ça les avis des Ouais. auditeurs. Hein. On a Nino qui nous dit également du chef-d'œuvre au nanar. Et Richard Colombo, le fameux Jaws 3 en relief avec de vraies fausses 3D toutes pourries. Et c'est vrai. Alors j'ai un avis extrêmement long de Jean Qu'on va devoir Guyenne résumer. qu'on va devoir résumer. Alors résumer en disant c'est compliqué, mais il dit oh là là, on adore cette saga. Pas à l'époque de la sortie des films, mais découverte d'un bloc lors des confinements. Quoi de plus que l'océan, vaste et mystérieux, quand on est tous bloqués chez soi. Il dit qu'il est, je vais un peu résumer en lisant, donc il dit qu'il est fan de films de requins en tout genre, qu'il regarde tout. Jurassic Shark, ça m'intéresse Ouais. ça, Jurassic Shark, The Reef, Shallows, voilà, il adore vraiment tout ça. Et voilà, je pense que le premier, il le trouve merveilleux. J'espère qu'il ne je ne le connais Mais pas je personnellement, comprends. mais pas m'en vouloir sur ce long texte, mais donc en gros, le premier film, exceptionnel. Par contre, il dit que le second, à sa grande surprise, est un plutôt bon film. Clairement, la meilleure suite est un excellent film de requin. Le 3, il trouve qu'il est injustement moqué, hormis les effets 3D. Il trouve que le film est plutôt bon. Et le 4, il est là, il trouve que c'est un sympathique nanar, il apprécie quand même le film. Donc oui, il dit 4 films bien différents, mais une géniale saga malgré tout, surplombée par le chef-d'œuvre de Spielberg. Mais pour le coup, il y a quelque chose qui nous dit dans le commentaire, mais on est obligé de paraphraser, mais qui je trouve est assez révélateur, c'est l'espèce d'engouement qu'a su créer Spielberg avec le premier Jaws. Là, Tout à pour le fait. coup, il nous dit « j'ai vu le film et depuis le film, je suis fan de requins ». Oui, c'est ça. Et ça, je peux tout à fait le comprendre. Tout Ouais, comme ouais. tu as peut-être vu Jurassic Park et que tu t'es dit bah, des dinosaures partout sur mes bras, partout. Enfin, voilà. De quoi C'est tu parce que parles. vous avez pas la vidéo là, mais voilà. Caroline a des dinosaures sur ses bras. Voilà. Pas que sur les bras. Sachez que, parce qu'on pourrait faire le lien, on faisait le lien de blockbuster entre l'Exorciste et Les Dents de la Mer plutôt. Il y a un film qui s'appelle Shark Exorcism. Oui. Oh waouh. Oui. Alors je ne l'ai pas vu, Ça. mais l'affiche est très belle. Pour quelque chose de très laid. Mais voilà. Ok. Merci. Merci. Alors d'abord, peut-être 2-3 choses. Déjà remercier Réjouissance, sans qui on ne ferait pas cette émission dans cette dynamique-là, puisque avoir des universitaires de temps en temps, ça nous fait plaisir, mais c'est notamment grâce à l'aide de Thomas Bayer et de la cellule Réjouissance de l'université qu'on arrive à avoir ces petits interludes où enfin on essaie de dire des choses un peu intelligentes. Et en dehors de ça Mais aussi... c'est pas nous qui les disons avec- en fait. Oui, voilà, heureusement. Donc, merci, Michael, d'être venu. Et Alicia aussi, hein, parce que vous relevez le niveau. Hein, parce qu'avec nous trois, là, on partirait que sur des blagues de cul, sinon. Donc, Et on n'en a pas fait. et on ici, n'en a hein. pas fait, c'est vrai. Écoute. Mais sinon, en dehors de ça, il y avait aussi autre chose. Enfin, avec Vladimir, on s'était dit que c'était important de citer un bouquin de référence assez important sur le sujet Il est de très la beau. Sharksploitation, qui est le livre Bas de requin de Alexis Prévost, Claude Gaillard et Fred Pizzoferrato, qui, pour le coup, si jamais ça vous intéresse de découvrir un petit peu l'envers du décor de cette dynamique de production énorme qu'il y a eu après Jaws, foncez, n'hésitez pas, c'est de la bonne cam. Et merci à vous et à bientôt pour la suite de la saison 5 du Popcorn Club. Merci. Merci. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcasts, Apple Podcasts, Spotify et YouTube, entre autres. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux où vous pourrez suivre les coulisses, les aventures de nos invités qu'on oblige à se déguiser en popcorn. Et n'hésitez pas à nous laisser des likes, des commentaires, à réagir à nos publications, car ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre amour de la pop culture partout dans le monde.